Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate spécial Draft NFL puisque dans 2 jours maintenant, le 27 avril, commencera la draft 2023 et on a décidé avec l'équipe de The Free Agent de vous faire un petit récapitulatif de ce qui va nous attendre pendant cette draft 2023 et pour parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure, le temps qu'il faudra des futurs prospects de cette draft, j'accueille celui qui m'accompagnait déjà sur toute la saison 2022 et qui sera encore avec moi en 2023, c'est Yaya. Salut Yaya, comment vas-tu? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Ben là, c'est le moment de se préparer à signer les contrats. Donc, C'est ça, c'est le moment. on vous attend de pied ferme. C'est le moment et on a l'immense honneur et vraiment le très grand plaisir de recevoir non pas un, mais 2 membres de The Trick Play, la page Twitter et le site internet maintenant qui traite du collège football. On a Robin qui tient aussi le compte de France Ducks, donc de Salut l'Oregon. à tous. Salut Robin, comment ça va? Ça va très bien et vous? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Et on a celui Nickel. qui nous a rempli un nombre de scouting reports incroyables sur les prospects de cette année. C'est Ryan. Salut Ryan, comment tu vas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, Eh ben, nickel. écoute, Merci d'être là, les gars. et voilà, merci beaucoup. On parlera de The Trick Play tout à l'heure en deuxième partie d'émission parce que vraiment, si vous connaissez pas la page, allez les suivre. C'est vraiment une mine d'informations sur le collège football. Et on salue tous ceux qui sont avec nous sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions sur la draft 2023. On y répondra et on a 2 grands spécialistes. Bon, on a Yaya, vous êtes habitués, vous connaissez le personnage, mais on a 2 grands spécialistes de la draft. Donc, ils pourront répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. On commence les amis avec une première question d'ordre pratique, j'aurais presque envie de dire. Est-ce qu'il y a une équipe que vous voyez éventuellement faire un trade-up pour essayer de gagner quelques places dans cette draft 2023, Yaya? Est-ce que toi tu as une franchise où tu te dis allez hop, elle va tenter un coup pour remonter? On sait que les Texans et les Cardinals ont dit par la voix de leur GM qu'ils étaient éventuellement à l'écoute de toute offre si quelqu'un voulait prendre leur pick. Honnêtement, moi, j'en vois pas sur le premier tour. Je pense que tout est bien établi. Ils ont bien suivi The Trick Play, donc ils connaissent tous les joueurs. Donc, pour moi, à part s'il y a vraiment un coup de cœur et qu'ils l'ont caché, je vois pas qui pourrait. Ou alors, faut mettre un package. Faut monter un gros truc et juste un trade-up pour trade-up pour un joueur. En premier tour, moi, ça me paraît compliqué. Ou alors, ça se fera dans la nuit. Enfin, pour nous, au moment où, s'il y a des rumeurs sur un joueur que quelqu'un veut absolument, et essayer de passer devant, mais je n'y crois pas. À part peut-être ceux qui n'ont pas de premier tour. Donc, mon regard va du côté Coucou les Rams. des Rams. Voilà. Et à part ça, je vois pas. Enfin, monter aussi haut, ça risque de coûter très cher parce que ça va rapporter. Et en plus, les Texans, eux, ils ont des gros besoins, ils ont besoin de tout. Donc, à part pour avoir quelqu'un qui veut vraiment couper l'herbe sous le pied des Colts, je vois pas ce qu'il y a à prendre, quoi. Parmi les équipes qui n'ont pas de premier tour de draft, il y a donc les Dolphins, mais eux c'est pour des raisons disciplinaires, si j'ose dire. Il y a les Rams, il y a les 49ers, si je dis pas de bêtises, il y a les Browns de Cleveland, et il y a, je crois que c'est tout. Je les ai tous fait. C'est les 2-3 qui n'ont pas de premier tour de draft. Robin, est-ce que toi, il y a une équipe que tu vois essayer de tenter le tout pour remonter dans les échelons? Moi, je verrais les Raiders. Les Raiders, ils ont perdu un QB. Bon, même s'ils ont signé Garoppolo. Garoppolo, le deal, il doit être à 3 ans, mais avec une void year en deuxième année, enfin après la deuxième année. Donc, à mon avis, ça doit être un deal pour avoir un QB jeune. Pourquoi pas essayer de passer devant les Colts pour Anthony Richardson? C'est le prospect qui a besoin de temps derrière un QB. Donc, perso, je partirais sur les Raiders en 3 à la place des Cardinals Ouais. pour aller essayer de choper un QB comme Anthony Richardson avant les Colts et qui soit derrière Garoppolo, une bonne année, en tout cas peut-être une deuxième.
Je pense que c'est le plus logique. Sinon, là, je regardais justement l'ordre. Il y aura toujours une équipe qui va un peu trade down, qui ne saura pas trop quoi choisir. Moi, je vois les Patriots. Les Patriots, s'ils arrivent à. Enfin, s'il n'y a pas pour moi leur choix, je pense qu'ils vont prendre Zay Flowers. Si les Patriots ne prennent pas Zay Flowers et qu'il est déjà parti, pour moi, c'est du trade down et donc une équipe qui va trade up. Peut-être Tampa Bay pour aller chercher un QB qui serait pas encore parti, sachant qu'ils n'ont pas grand-chose. Ouais. Tampa Bay ou alors Seattle qui ont plusieurs picks dans le premier tour. Pourquoi pas un petit trade-up pour aller chercher un autre joueur. Donc les Riders qui passeraient du 7 au 3 pour toi. Ouais, c'est pas déconnant. Je pense qu'on Non. peut. En soi, il n'y a pas trop à donner non plus pour passer du 7 au 3. Bon, c'est quand même pas mal. Il va y avoir une bonne contrepartie. Mais c'est pas non plus, on vend pas la maison. Est-ce que pour toi, c'est plus un trade-up d'une équipe ou plutôt eux qui font un trade-down? Pour moi, les Panthers, enfin l'équipe qui pourrait faire le trade down, c'est les Arizona Cardinals. Parce que, mais pour moi, en fait, ils peuvent choper quand même soit du Will Anderson, soit du Jalen Carter, que ce soit en 3 ou en 6. 3 ou 6, pour moi, le 6, Jalen Carter, il peut tomber un peu avec ses problèmes extrasportifs. Ouais. Donc, s'ils ont besoin d'un gros défenseur, en soi, Will Anderson, ça paraît correct. Je pense qu'ils ne sont pas obligés de trade up, de trade down, mais si jamais ils veulent trade down, il y aura des équipes qui vont monter. Ok. Et pour toi, Ryan, il y a une équipe que tu vois remonter dans l'ordre de draft? Bah écoute, là à l'instant T, non, j'aurais plutôt été de l'avis d'Yaya, c'est-à-dire que je pense que tous les gros moves ont été faits là ces derniers temps. Faudra peut-être attendre de voir le soir du premier tour tout simplement, voir un petit peu comment la tendance générale va s'articuler. Est-ce que les équipes vont faire un rush sur les corners, les tackles? C'est le genre de choses en fait qui peut entraîner justement des petits moves. Mais là, à l'instant T, non, pas trop. Peut-être surveiller effectivement les Niners. On sait qu'il y a une espèce de flou autour du poste de quarterback. Purdy, il est venu me foutre un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que le projet Trey Lance est déjà enterré? Oui, non, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une équipe qui va peut-être essayer d'aller chercher Lance? Si tu vas chercher Lance, ça veut peut-être dire trade down. Et donc forcément, les Niners vont peut-être essayer d'en profiter pour monter. Il ne faut pas oublier la valeur de Trey Lance au moment justement de son pic, quand les Niners s'ils le font. Ils avaient trade-up, ils avaient lâché deux premiers tours, je crois, pour arriver au cinquième choix. C'est ça, donc on parle en fait d'un mec qui a les fameux tools qui intéressent les équipes, gros athlète, gros bras. On parle d'un ancien donc top 5 de draft, donc je pense que les Niners vont demander un petit quelque chose en retour s'il y a trade. Donc peut-être qu'on verra effectivement les Niners monter, mais je sais pas. Je pense que pour l'instant, à part eux, je vois pas trop d'équipes bouger. Alors attention, parce que les Niners, il y a des rumeurs comme quoi ils seraient prêts à bouger Trey Lance contre Kirk Cousins. Donc attention. Ouais. Bref. Ouais, mais pareil. La réaction. Oui, d'accord. Pareil, au final, tu vois, on parle d'un QB vachement plus jeune, avec encore du potentiel. Donc, est-ce que ce serait pas Cousins plus le premier tour qui est assez bas des Vikes? Je sais pas, mais en tout cas, si ça bouge, je pense que ça sera effectivement le soir de la draft. En tout cas, il y a une équipe qui a déjà bougé, c'est les Panthers de Caroline, qui sont donc partis chercher le premier choix dans les mains des Bears de Chicago, qui s'attendaient peut-être pas d'ailleurs à avoir le premier choix avant la 17e journée de NFL l'an dernier, mais bon, peu importe, ils l'avaient quand même. Les Panthers qui ont donc tradé eux pour remonter en première place. Fort probablement, vous me direz pas le contraire, Robin et Ryan, pour aller chercher un quarterback. Je pense que là-dessus, on va tous tomber à peu près d'accord. La question étant de savoir quel quarterback vont-ils sélectionner. Alors, le favori des bookmakers, c'est Bryce Young, l'ancien quarterback d'Alabama, Heisman Trophy en 2021. Mais il y a un doute
qui plane. Est-ce que CJ Stroud serait plutôt choisi numéro 1? Il y a Will Levis qui a dit tout à l'heure que il avait averti des gens comme quoi c'était lui qui allait être le numéro 1 et donc du coup la cote a chuté chez les bookmakers puisque depuis sa déclaration, visiblement tout le monde croit que Will Levis pourrait être numéro 1 en plus de manger des bananes avec la peau. C'est un monde formidable. Ryan, toi, qui est-ce que tu vois comme choix numéro 1? Écoute, moi personnellement, les gens qui nous suivent un petit peu, ils savent que je suis un très gros fan de CJ Stroud. Très gros fan de CJ Stroud parce que je trouve qu'il a en fait tous les outils en fait pour briller en NFL qui peuvent lui permettre d'être un quarterback très solide en NFL. Après, comme on le dit souvent, Stroud, Young, chez nous c'est du 1A, 1B quoi. Donc c'est le choix du riche. Je veux dire, si là, ils partent sur Bryce Young, ça choquerait personne. Bryce Young, c'est un petit peu le gendre idéal. Il a porté cette année Bama à bout de bras. Il est capable de faire des actions d'éclat parfois qui montrent en fait des flashs assez importants. Maintenant, voilà, je sais... Il y a un espèce de flou autour de la construction de l'équipe de Frank Reich. Nouveau coach, il y a des nouveaux cordeaux, on ne sait pas encore qui va être la future face of the franchise. Ouais. Peut-être que le propriétaire, quand on voit ce que Cam Newton a apporté à la franchise, peut-être que le propriétaire, lui, veut faire un all-in sur Richardson. On l'a dit, c'est un profil de boomer bust. On ne sait pas, il y a un vrai flou. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'étais GM, moi, le nom qui ne serait pas coché, ce serait celui de Will Levis. Celui-là, on en reparlera de Will Levis juste après. Même question, Robin, entre Bryce Young et CJ Stroud notamment, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que ton cœur balance pour le numéro 1? C'est certainement pas Will Levis, de mon côté. Je suis tellement d'accord avec tout le monde. Will Levis, pour vous dire, au-delà d'être pas un premier choix, pour moi, c'est pas un premier tour. Donc encore moins. Je pense que j'irai Bryce Young parce que moi de mon côté je préfère Bryce Young. Pourquoi je préfère Bryce Young? Simplement parce que je trouve que son jeu sous pression est beaucoup plus efficace que CJ Stroud, et sachant qu'il va starter Day One avec une ligne offensive qui est dans tous les cas pas l'assurance tout risque, il faut un mec qui soit capable de que ça soit chez les Texans et chez les Panthers, Il faut quelqu'un, pour moi, il faut un QB qui est capable à la fois d'être un leader et de se relever en prenant des coups. Donc ça, Bryce Young a prouvé que dans la poche, quand la poche elle était en train de tomber, il arrivait à naviguer à l'intérieur de la poche et surtout à créer du jeu avec un peu trop rien. J'irai pas jusqu'à dire que c'est Russell Wilson, mais de se dire, OK, la poche, elle commence à tomber totalement et à pouvoir aller chercher un jeu par-ci, un jeu par-là. Sous pression. Donc, pour moi, c'est le QB à prendre avant CJ Stroud parce que je trouve qu'il est meilleur sous pression. Tu as parlé de Russell Wilson, justement, c'est intéressant parce qu'on les compare souvent au niveau du gabarit, notamment de la taille de Bryce Young et de Russell Wilson. C'est pas quelque chose qui... alors, il s'est voulu rassurant depuis la fin de la saison universitaire sur son gabarit que beaucoup jugent un peu petit, un peu maigre pour un quarterback NFL. C'est pas quelque chose qui vous inquiète spécialement? Ryan, dis-nous. Non, moi la taille, non, pas plus que ça. Je sais que, encore une fois, tout le monde cherche à build un petit peu son joueur dans un moule idéal. Je pense que année après année, on a vu en NFL et dans d'autres ligues majeures de sport que quand tu es un grand joueur, peu importe ton gabarit. Moi, c'est plus peut-être effectivement sur le poids où là, j'aurais un peu peur. Parce que c'est vrai que les cartons qu'il va prendre en NFL, ce ne sera pas les cartons qu'il prend en collège, même si... Et on est les premiers à le dire, la conférence dans laquelle il évoluait fait qu'il avait quand même des gabarits qui se rapprochaient très, très largement de ce qui peut se faire en NFL. Mais c'est vrai que moi, c'est plus là-dessus que ça me fait peur. Là, ça va vraiment être le haut du gratin en défense, que ce soit edge, DT, linebacker, les mecs qui va prendre dans la gueule, en fait, ça va être des gros bébés, mais qui courent tous les 40 yards dans le 4-4. Moi, c'est plus ça qui me fait peur. Ouais, c'est vrai que des gens de sa taille, ou à peu près, on va dire à 4-5 cm de sa taille, il fait 1,78, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Drew Brees, quoi. Voilà, c'est ça, c'est Drew Brees.
Ouais, Drew Brees devait faire du 1,81 ou quelque chose comme ça, donc c'est Après, dans les mêmes eaux. le Quoi. désavantage qu'il a, c'est qu'il ne court pas. C'est pas non plus Russell Wilson et Kyler Murray en termes de jeu de course. C'est ça. Et il rend 10-12 kilos à Drew Brees, quoi, parce que Drew Brees faisait 10-12 de plus, donc bon, c'est vrai Ouais. que... Bah, c'est ça, et même Kyler, en fait, on se rend pas bien compte parce que c'est vrai qu'il est très petit, mais Kyler, il est tanké. Hein. Ah, il est Kyler, tanké, c'est un fort. vrai beau bébé. Hein. Je crois qu'il est autour de 90 kilos, je crois, quelque Ouais. chose comme ça. Kyler, il est tanké, donc les coups qu'il prend, c'est encore une fois, moi, c'est surtout plus le poids qui me fait peur plus que la taille. Oui, Yaya, toi, dans le débat Bryce Young contre CJ Stroud, tu votes qui? Ah, moi, je crois que tu parlais de mon poids, mais ouf, Non. heureusement. Non. Toi aussi, t'es tanké, mais c'est autre chose. Ouais, moi, c'est la bière. Non, moi, il a annoncé depuis longtemps Bryce Young. Il a fait. Après, il n'a pas été champion, mais il est dans une grosse fac qui a sorti pas mal de quarterbacks. Non, moi, je vois Bryce Young. Et tout ce que je vois, c'est effectivement c'est lui. Après, c'est une question de goût et de couleur. Mais c'est surtout pour eux. Je pense qu'il arriverait dans une meilleure situation en arrivant à Carolina que d'arriver au Texas. Donc moi, je lui souhaite le meilleur. Alors, si Bryce Young est en 1 chez les Panthers, on va supposer que les Texans vont jeter leur dévolu sur CJ Stroud. On peut Oui. l'imaginer. J'avais pas lu une histoire comme quoi c'était le même agent que Deshaun Watson qui avait CJ Stroud dans son truc. Ouais, ça va être sympa. C'est exactement ça. Ça va être sympa de retravailler avec l'agent de Deshaun Watson. Ça va être un grand moment. Bah, tu sais, j'ai envie de te dire, je pense que honnêtement, sur le moment, il y a des affinités. Oui et non. Après, ça reste de la politique, ça reste du business. Demain, Stroud, il arrive, il commence à balancer pour son année rookie 3500, 4 milliards et 30 TD. Chez il les peut avoir Texans, même. ils l'aimeront quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Il peut avoir Trump ou qui il veut en agent, ça changera rien, tu vois. Je vois l'idée. Non, c'est toujours bien dans le vestiaire d'avoir quelqu'un pour les massages. Ah, Oui. c'est important ça. C'est toujours important. Numéro 3, bon, c'est les Cardinals, on en reparlera tout à l'heure, mais eux, visiblement, ils n'iront pas chercher de quarterback. Les suivants, Non. dans l'ordre qui iront chercher un QB, c'est probablement les Colts d'Indianapolis, en 4. Du coup, vous m'avez dit tout à l'heure, et je veux des explications, pourquoi Will Levis vous semble si, comment dirons-nous, exclu d'être dans le top 2, Ryan? Alors par où commence? C'est Will Levis, c'est compliqué. En fait, le truc avec Will Levis, c'est que très souvent, pour le mettre en avant, les scouts ou les médias vont rappeler en fait les tools qu'il a, les outils. Et ça, des outils, il en a. Faudrait être aveugle pour le voir. Hein. Il a un gros bras, il a une release qui est assez rapide. Donc une release, c'est vraiment sa motion de lancer qui est assez rapide. Il est capable de tendre ses ballons, il a un certain athlétisme, il est capable de s'échapper de sa poche, même si c'est pas son jeu, c'est pas un quarterback qui court, mais il est capable de le faire. Il a un gros gabarit. Lui, on est tout à l'inverse d'un Bryce Young, c'est-à-dire qu'il est grand, il est physique, il est tanké. Pour autant, comme l'a dit Rob tout à l'heure, nous, on le voit pas du tout comme étant même un first round, en fait. C'est plus un projet. Si on parlerait de Will Levis au 2e, 3e tour, il n'y aurait pas de souci. On serait tous en train de dire oui, c'est sa value. Mais là, on en parle comme un top 5, top 8 de draft. C'est compliqué. Nous, on a vu des choses sur les tapes. Valentin, encore plus que moi. C'est dommage qu'il n'ait pas pu être là ce soir parce que c'est vraiment lui le pro sur les QB. Mais il y a des trucs qui ne trompent pas, en fait. Les soucis de lecture, les soucis de prise de décision de Will Levis, il y a beaucoup de turnover. Encore une fois, le problème, c'est que les médias, ils poussent une narrative en disant qu'autour de lui, à Kentucky, il n'y avait plus personne. C'est faux, encore une fois, il y avait des joueurs. Et je trouve que c'est trop facile. On peut trouver cet argument-là pour plein d'autres joueurs, en fait. Moi, non, il y a des trucs qui ne trompent pas. Encore une fois, c'est une conférence que nous, on voit vraiment toute l'année. On regarde les matchs. C'est ça, la SEC, c'est vraiment, comme on vous le disait tout à l'heure, une conférence qui vous permet vraiment de voir à peu près les conditions dans lesquelles on va avoir le joueur en NFL, parce que tu as vraiment du talent NFL de partout, en fait, sur les terrains, que ça soit en face ou dans sa propre équipe. Et donc, on a pu, en fait, se faire à l'idée de ce qu'était Will Levis pendant quelques années.
Et pour moi, c'est vraiment un projet, quoi. C'est vraiment un projet. Là, on voit des comparaisons arriver. Oui, Josh Allen et tout. Josh Allen, à sa sortie d'université, c'était un joueur qui était quand même très différent, qui avait pas les mêmes soucis et pas les mêmes qualités. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment pas fan. Vraiment, vraiment, vraiment pas fan de Will Levis. Donc si on exclut Will Levis de la discussion pour les Colts, du coup on met qui? Anthony Richardson à la place? Ouais. Ouais. Toi, Ouais. Robin, c'est quelque chose qui te semble plausible de voir Richardson chez les Colts? Ouais, en soi, Yaya, tu voulais dire quelque chose avant? Ouais, vous y croyez vraiment ou c'est parce que il a fait la hype au combine et que il a Ça, il a fait de la hype au combine. Ça, Qui Richardson. ça, Anthony Richardson, tu veux Oui, dire? oui, Ouais. Richardson. Ouais. Alors, pareil, C'est Rob, je te laisserai en parler juste après, mais pareil, Anthony Richardson, on a la chance d'avoir entendu parler de lui très rapidement parce qu'on a aussi un membre dans le podcast qui est supporter des Gators. On a tous le même avis, hein. Même lui, c'était son quarterback. On était tous de l'avis de Anthony Richardson, faut qu'il reste un an de plus à la fac pour peaufiner son jeu. Et ensuite, il se fait drafter et il faut encore qu'il s'assoie un an. Donc là, je vous laisse deviner. On le sait tous que c'est un athlète. On a tous vu les tapes avant même le combine. On a vu qu'il avait un bras canon. Athlétiquement, c'est un monstre. Son gabarit, c'est un monstre. C'est juste... c'est un fric. En fait, le mec, c'est un fric, mais il n'est pas encore prêt. Et c'est pour ça qu'on est tous d'accord aussi pour dire que techniquement, c'est pas un talent de premier tour, Anthony Richardson, mais il en a le potentiel. Et c'est aussi pour ça que tous dans le podcast, on était d'avis de voir Anthony Richardson arriver dans une franchise où il y a déjà un quarterback installé, un quarterback qui ferait un petit peu le bridge. Ouais, c'est ça, un petit peu à la manière de ce qu'a pu faire Alex Smith avec Mahomes, même si Mahomes c'était un autre joueur, hein, mais ce que je veux dire, c'est vraiment parmi ces... La question, moi, que je me pose en t'écoutant, c'est ok, il va à la draft. Si c'est pour rester 2 ans, allez, on va dire 2 ans dans l'ombre d'un quarterback où tu joues pas, tu fais que t'entraîner, ça peut être un peu compliqué, que tu vas perdre des automatismes, c'est chaud ça. Le problème, c'est que encore une fois, c'est si tu te mets à la place du joueur, il se dit pas je vais rester 2 ans derrière un titulaire. Jamais. Tu as un joueur, même si tu es le dernier du roster, tu penses que tu peux battre tout le monde. C'est ça. Sinon, tu fais pas de sport professionnel. Exactement. Après, si tu me parles à la place des coachs ou à la place des GM, je suis pas spécialement d'accord. Faut pas oublier que là, on passe dans la grande ligue. C'est une ligue pro. Les mecs s'entraînent tous les jours. Tous les jours, ils ont des séances vidéo. Tous les jours, ils ont des défenses NFL en phase 2. Même si c'est l'équipe 2, si c'est la scout team, tu as quand même des athlètes NFL. Ça t'apprend en fait les bases. Et toutes les erreurs que tu fais aux entraînements, c'est des erreurs que tu feras techniquement pas en match. Donc, tu peux passer 1 an et demi, 2 ans à être sur le banc, ça n'empêche pas que ton niveau va progresser, en fait, tu vois. Justement. Ouais, mais ça n'enlève pas l'expérience du terrain, quoi. Parce que, tu sais, même à l'entraînement, tu n'as pas la pression du match, parce que 80 000 personnes, parce que, tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense que le souci vient plutôt de dire, enfin, si tu restes un an de plus à Florida, qu'est-ce que tu fais face à d'autres? T'as joué devant 80 000 personnes, mais au final, c'est un peu la même chose. Enfin, moi, personnellement, que je joue devant 1000 personnes ou 80 000, à part le bruit, ça changera pas grand-chose. Il y a Euh, une pression quand même. Ouais, la pression en soi, je pense que ces mecs-là, ils la ressentent pas. Tu vois, quand tu as un kicker et que tu as 80 000 personnes et que tu vas quand même taper ton kick. En soi, le gros problème, c'est que on peut. Enfin, à Florida, il y aura des coachs pour jouer en college football. Les seuls mecs qui peuvent leur apprendre à jouer en NFL, c'est des gens qui ont déjà de l'expérience en NFL, tu vois. C'est Ok. du QB, c'est du. En fait, il n'y a pas de meilleure préparation à la NFL que la NFL. C'est aussi simple que ça. Il va jouer peut-être des bouts de match par-ci par-là. Sachant que les Colts, la situation, elle est un peu chelou. Il y a toujours le fait de se dire soit on te lance dans le feu et vas-y, en fait, tu peux être starter day one parce que c'est qui le QB des Colts actuellement? Parce que c'est plus Wentz. Ça va être Gardner Minshew. Mais non. Bah, si, Bah, puisqu'ils ont Ils lui ont pris 1 an, ils lui ont fait signer un contrat d'1 an, donc c'est Gardner Minshew. Derrière, ça doit être Nick Foles. Ça doit être Gardner Minshew et comment il après, s'appelle? Sam Jason Ehlinger. Wilson.
Sam Ellinger, Jacob Eason et Sam Ellinger, ouais. Ouais. Mais il n'y a pas Nick Foles qui est là-bas maintenant? Je crois qu'il a encore du contrat avec Foles, là, où il est parti. Non, Non, c'était jusqu'à la fin de saison. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 1 pour l'instant, c'est Gardner Minshew, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Après, juste pour te répondre, Yaya, tu parlais de pression, tout ça. Il faut savoir aussi que, encore une fois, on parle des Gators en termes de pression, de match, de stade rempli de 80 000 personnes qui gueulent, machin. Cette pression-là, il l'a eu. Par contre, il y a une pression que moi je déteste, c'est vraiment cette pression-là d'être annoncé comme un crack lunaire par les médias, de te faire drafter en fait top 3 et de ne pas avoir ce niveau-là. Et où là, en fait, tu as toute une fanbase qui, eux, ne suivent pas forcément les matchs, n'ont pas forcément vu ce que les scouts ont vu, qui vont arriver et se dire, mais putain, mais c'est quoi cette fraude? C'est quoi cette arnaque? Ouais. Ouais. Et là, ça, c'est pas pareil, parce que là, tu as le harcèlement sur les médias, tu as le harcèlement à la télévision. C'est ça en fait, moi, qui me fait peur avec lui. C'est-à-dire que parce que c'est un investissement, top Bien 4. sûr. Top 4 NFL, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Bien sûr. Et c'est aussi ça qui nous fait peur, tu vois. Ouais, on est d'accord. C'est pour ça qu'on est sur un point de... Je pense que le 4, c'est trop haut pour Richardson, mais c'est là où les Colts choisissent. Et s'ils trade back, ils peuvent pas prendre le risque de dire OK, on va trader et on va le laisser à quelqu'un d'autre. Parce que s'ils trade avec les Raiders vont prendre Richardson, tu vois. C'est ça. Bien sûr. S'ils trade avec, je sais pas, je vais regarder qui pourrait avoir besoin d'un trade-up, tu vois. Tennessee vont prendre Richardson. Et en fait, encore une fois, c'est les équipes avec qui tu peux trade-up, elles vont jamais te... En fait, si tu trade-up, tu prends pas Richardson. Donc c'est soit Richardson ou rien. Et c'est mieux de prendre Richardson pour 1 an, 2 ans, comme quand tu vois les mecs qui sont blessés la première saison, ils sont pris, ils jouent pas. Genre Jeffrey Simmons à l'époque chez les Titans, le mec est pris, ils savent qu'il va pas jouer pendant 1 an. Là, c'est pareil, en fait, tu files un draft pick, certes, c'est le 4, mais tu peux pas dire je trade down, parce que si tu trade down, tu l'as plus. Donc, c'est un peu trop, mais c'est l'impasse. Ouais, ils sont un peu pris au piège, quoi. Ouais, en fait, s'ils avaient choisi genre en 6 derrière, parce que là, je regarde un peu le... Ouais. Tu vois, si j'avais choisi derrière Seattle et Détroit, du coup, en 6 à la place de Détroit, je pense que, tu vois, Détroit, et il l'aurait pas pris, et hors du top 5, Richardson, moi, je peux bien le prendre, tu vois. Ouais. Puis en soi, Richardson, c'est vrai que ce que Ryan disait, le mec a joué 13 matchs en college football. Le potentiel est énorme pour 13 matchs de dire. Moi, je trouve qu'il y a vrai problème de précision des passes. Et ça, tu l'auras pas avec des receveurs de college football. En fait, il faut d'abord construire ta relation avec tes receveurs. Et ça, tu l'as construit avec des mecs en NFL avec qui tu joueras l'année prochaine, tu vois. C'est pas à LSU où ils sortent 8 receveurs par saison, tu vois. N'est-ce pas, Ryan? Voilà. Alors Ryan tient le compte français de LSU, hein, c'est ça, Ryan, je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une petite transgression sur nos amis de Louisiana, qui sont mes amis puisque je suis fan des Saints, donc forcément la Louisiane, ça me parle. Et il y a Elio en plus qui est là aussi qui est là dans le chat avec une très belle photo. J'aime Elio quand il a sa photo de Drew Brees. Sinon, en parlant des quarterbacks chez les Colts, j'ai vérifié pendant que vous parliez, et effectivement, c'est donc bien Gardner Minshew en 1, et Nick Foles est toujours en contrat puisqu'il avait signé 2 ans, donc il est encore en contrat 1 an chez les Colts, hein, donc il est là aussi, et Sam Ellinger en 3e quarterback. Donc voilà, les amis. C'est pas joli comme tu dis, Robin. On a vu plus sexy. Hein. Richardson pour se développer derrière Gardner Minshew, ça vous parle. Et ben voilà, on verra ça. J'ai envie de dire, oh la barbe, enfin ou la moustache. Ouais, c'est ça. Mais alors Gardner Minshew, il vient avec l'ancien coordinateur offensif des Eagles, du coup, qui est devenu entraîneur en chef des Colts d'Indianapolis. Et ça, justement, ça tendrait vers, je pense, plus un profil à la Richardson, tu vois. C'est ça, pour le développer en se disant on fait 1 an avec Gardner Minshew, qui en plus, au-delà des qualités et des défauts qu'on peut trouver à Gardner Minshew, est quelqu'un qui peut aussi bien être un backup que être aussi quelqu'un qui a quand même de l'expérience en NFL, donc qui peut apprendre des choses à quelqu'un de jeune. C'est ce que j'appellerais un bon quarterback, tu vois, un bon collègue, Gardner Minshew, tu vois, tu peux quand même t'en servir comme ça, quoi. Ouais, je pense que Nick Foles sera plus justifié, il a plus d'ancienneté, il a gagné un Super Bowl.
Je pense que Gardner Minshew, il sera peut-être titulaire, mais Nick Foles sera la pièce angulaire Le papa. de l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Bon, mon père, il n'est pas athlétique, mais il m'a appris plein de trucs. Ouais. Mon père, c'est pas Anthony Richardson au prime, mais t'inquiète pas qu'il m'a appris du football. Non, mais le seul truc, c'est que du coup, on revient sur la problématique numéro 1 qui est le fait que tu partes top 3, tu vas aussi avoir une pression populaire. C'est-à-dire que quand Minshew va pas faire ses matchs, les gens vont gueuler pour avoir Richardson sur le terrain. Non, mais c'est ça le problème. Tu pourras pas, tu vois, le laisser le couver sûr. en fait pendant un an et demi parce que le public va gueuler, va dire on a claqué quand même un troisième pick de draft. Faites-le jouer. Bah, ça fait ça pour Mayfield. Mayfield, c'est quand c'était Brissett qui était là avant. Oui. C'était Brissett, en fait, il a fait un match pourri, il se blesse dans son match pourri. Là, le public, il demandait que à le voir et après, il a été lancé dans le feu alors que moi, je pensais que Mayfield n'était pas prêt. Et c'est un numéro 1 de draft, c'est encore pire. Ça peut briser des mecs comme ça peut. Moi, par exemple, vous savez très bien, je suis fan d'Oregon, Justin Herbert. Pour moi, il devait encore attendre un peu. Il est lancé semaine 1, la pression qu'il faut. Et ça, c'est le boom or bust. Qu'est-ce que tu fais la semaine 1? Est-ce que ça définit ta carrière ou ça la détruit? Et Richardson, ça peut la définir. Richardson, de toute façon, c'est le boom or bust par excellence de la draft. Il n'y a pas pire que ça, je pense. En tout cas, on va voir mais surtout où Richardson est choisi. Oui, vas-y. Si tu l'envoies au Colts, tu l'envoies un peu dans un no man's land, quoi, surtout. Oh, bah ça va, la ligne, elle est propre. Hein. Ah, bah la ligne offensive, oui, elle est pas top 5 mal. de la NFL. Enfin, l'année dernière, c'est celle qui a été la bien plus sûr. forte. Non, mais l'an dernier, ils ont QB qui garde le ballon aussi. Ils ont pris 60 sacs, je crois, l'an dernier. Ouais, mais en fait, il y a plein de sacs qui sont dus au QB et c'était Carson Wentz. Non, c'était Matt Ryan. C'était Matt Ryan. C'est pas le mec le plus mobile, tu vois. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne parle pas des sujets qui fâchent. Ne parle pas de Matt Ryan. Oui, c'est vrai. Ah bah, et Flav, oui. Il adore tout ce qui vient des Falcons. Évidemment. Ouais, c'est vrai, bien sûr, Pierre. Ouais, j'allais rebondir dessus. Il y a Pierre qui disait que Josh Allen a starté tôt lui aussi sans être prêt. Mais ça, c'est dans le monde où en fait tout va bien. Dans le monde où tout va mal, en fait, tu peux te faire plier Richardson en 4 matchs, quoi. Et détruire toute la confiance qu'il a en lui. Donc c'est pour ça que nous, et d'ailleurs tu le sais parce que on se parle aussi en privé, mais c'est pour ça que nous, personnellement, on n'est pas hyper chaud pour le voir starter day one. Ouais. Les amis, on a fait un tour de certains quarterbacks. Hein. Encore une fois, le nombre de quarterbacks qui vont être draftés est bien plus élevé que les 4 dont on a parlé, mais malheureusement, on va pas pouvoir tous en parler. Je pense que nos amis de The Trick Play, tiens, ça va être l'occasion de le dire, nos amis de The Trick Play vont pouvoir le faire pendant leur live Twitch, puisque ils vont avoir, et vous allez nous en parler juste 5 minutes avant qu'on parte des autres positions, vous allez avoir un très très gros live Twitch jeudi. Les amis, des heures et des heures et des heures de direct pour la draft NFL. C'est votre Super Bowl, quoi, les gars. Voilà, c'est leur Super Bowl. On sera ravis de vous écouter. Parlez-nous-en un petit peu, Ryan ou Robin, comme vous voulez. Je vais laisser Rob en parler. Après tout, il faut laisser les anciens s'exprimer, les OG. Qu'est-ce que je devrais dire? Non, c'est en soi, du coup, on va être présent dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 1h du matin. Donc, ça commence, c'est ça, ça commence à 2h ou ça commence à 1h? On est présent à quelle heure, Ryan? Dis-nous. 1h, apparemment. On est présent à 1h, effectivement. On est présent à partir d'1h du matin. Donc, à partir d'1h du matin, on va faire 1 heure d'introduction à la draft, de Let's Talk avec quelques abonnés également. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez passer pour parler justement de quelle est votre vision de la draft, du college football, etc. Donner un peu la parole aux abonnés qui feraient. Enfin, c'est pour eux qu'on fait le travail en soi. Donc, leur redonner un peu la parole. Et ensuite, dès que la draft commencera, on fera toute la partie analyse, on fera tous les picks. Jusqu'à la fin de la draft avec analyse de pourquoi c'est un bon choix, pourquoi c'est un mauvais choix, etc. C'est vrai que je vois un petit message d'Elieu qui dit que j'assure la technique, mais je ne sais pas le planning. Je me souvenais plus si c'était 1 heure ou 2 heures le début de la draft. Je savais qu'on prenait l'antenne à 1 heure, mais est-ce que c'était... l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour analyser le premier tour. Ensuite, le lendemain, on se représente encore une fois
plutôt vers minuit cette fois-ci, puisque le premier tour commence à 1h du matin. Donc, de minuit jusqu'à 6h du matin, on sera tous ensemble pour le round 2 et le round 3. Encore une fois, des analyses, pas mal de débriefs également du premier tour. On aura eu le temps de dormir un peu pour l'avoir. Et finalement, le samedi, du coup, on sera plutôt sur une fin de draft. Donc, généralement, ceux qui ont déjà fait des lives avec TTP le samedi, les derniers tours sont un peu divertissants, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. Si jamais vous avez déjà vu, comment ça s'appelle la station de métro Châtelet, Châtelet en heure de pointe. Si vous avez vu Châtelet en heure de pointe, c'est le live The Trick Play à la fin de la draft. Tout le monde est fatigué, il y a beaucoup de monde. Et puis voilà, c'est des fois des choix qui ne sont pas forcément pertinents ou des fois des choix qui font plaisir. Les joueurs de nos équipes qui ne sont pas trop attendus, c'est généralement dans ces tours-là qui partent. Donc ça fait plaisir d'avoir des joueurs un peu under the radar qui partent et qu'on aime bien, donc de voir où ça va partir. On a moins de certitude, tout peut arriver. Et encore une fois, plein de lives, on va débriefer avec des avis d'experts comme Ryan, comme Valentin et comme un peu toute la team TTP. Tout ça dans la bonne humeur, donc n'hésitez pas à venir, en tout cas, à en passer une petite tête, ça fait toujours plaisir. Eh ben moi je passerai puisque je suis comment dire, on va pas dire de corvée, c'est pas du tout une corvée. Je suis d'astreinte. Je suis d'astreinte pour faire un article sur le premier choix qui sera choisi. Donc je passerai vous voir dans le chat, les amis. Franchement, passe nous voir, ça fera plaisir. Et pour l'article, on t'aidera un peu avec est-ce que c'est un bon choix ou pas. Il n'y a pas de souci. N'hésite pas à mettre le hashtag corvée quand t'arrives. Hashtag corvée, voilà. Hashtag corvée. Il n'y a pas de problème. Ça fera plaisir au Big Boss de savoir que tu t'investis. Tout à fait. Bon, les amis. Moi, j'ai juste une petite question, Flav, avant qu'on continue. Comment vous êtes tombés dans le college football, les gars? Ryan, tu commences? Alors, comment je suis tombé dans le college football? Il me semble que c'était en regardant des vidéos highlights sur YouTube. J'étais tombé sur une vidéo, je crois, c'est Tyrann Mathieu à l'époque. D'accord. À l'époque où vraiment LSU, c'était 2012. Où ils avaient leur grosse équipe là, avec Odell Beckham, Jarvis Landry, tout ça. Et en fait, à cette époque-là, Tyrann, c'était une machine à highlight. Et en fait, j'ai trop kiffé l'équipe. J'ai dit, ils ont du flow de dingue. Et j'ai commencé à suivre de là, petit à petit. Ouais. Et moi, c'est un peu pareil. En soi, j'ai commencé un soir d'insomnie à regarder le Super Bowl Ravens 49ers en 2012. En fait, juste, je dormais pas et j'allume la télé, je zappe et W9 et là, je me dis, ok, incroyable, c'est fou le sport. Donc, Super Bowl très, très quali d'ailleurs, hein, j'ai bien aimé. Et ensuite, pour mettre quelque chose sous la dent, pour le reste de la off-season, j'ai regardé pas mal, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait du college football et j'ai décidé en 2013 de suivre la saison plutôt par highlights, de voir ce qui se passait, etc. Et finalement, je suis tombé sur Oregon parce que Marcus Mariota à l'époque, ceux qui ont connu, c'est pas le Marcus Mariota de Tennessee. Non, rigole pas quand on dit Marcus Mariota parce que nous on a la vision NFL, mais là ouais, non mais c'est ça. Vous avez la vision Tom Brady hawaïen. Le Tom Brady. Oui, c'est vrai qu'il a un surnom, on l'appelle le Tom Brady hawaïen. Marcus Mariota entre nous. Ryan peut attester, les Marcus Mariota en NCAA, c'est terrifiant. Mais il y en a plein des joueurs comme ça. Hein. Regarde Johnny Manziel. Johnny Manziel, c'est ça, c'est des profils. En tout cas, je vous invite à regarder des highlights, Flav et Yaya. Si je peux te rassurer, Marcus Mariota en NFL aussi, c'était terrifiant. Mais pas dans le même sens. Tu vois, s'il y a que ça, là-dessus, il n'a pas changé. Il est resté fidèle à lui-même. Non, vous allez voir, c'est des dingueries. Aceman Trophy. Du coup, voilà, je suis tombé sur Oregon et c'est comme ça que je suis tombé dessus. C'est vraiment NFL et juste parce que j'étais en manque de NFL, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de plus que la NFL et je suis allé chercher le reste. Voilà. Ok. Et vous avez très bien fait. Et encore une fois, ceux qui nous écoutent et qui ont le tort de ne pas encore être abonnés à The Trick Play, allez-y parce que vraiment, c'est en plus d'être des gens extrêmement sympathiques, c'est des gens qui s'y connaissent parfaitement sur le college football.
On va passer, on va faire assez rapide, hein, parce qu'on a déjà presque 40 minutes d'émission. Bon, on n'est pas limité, hein. Mais bon, on va essayer quand même de rendre l'antenne avant jeudi soir. T'inquiète pas, nous, on doit se préparer. Tu sais, c'est comme quand on se prépare au décalage horaire. T'inquiète, c'est pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous étiez un GM, ah oui, parce que on a parlé des quarterbacks, mais il y a quand même plein d'autres postes. Et je sais que Ryan est fan des linebackers et compagnie, donc il va nous parler de ligne défensive, notre cher Ryan. On a parlé de Will Anderson tout à l'heure, on a parlé de Jalen Carter. Qui tu vois pour être le premier, toi, si tu devais choisir le premier joueur de ligne défensive que tu choisis, tu prends qui? Will Anderson. Will Anderson. Ouais. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Tu peux nous le présenter rapidement, Will Anderson, pour ceux qui connaissent pas. C'est juste potentiellement le meilleur edge rusher de la draft. Il est capable de jouer dans tous les systèmes, aussi bien des systèmes des lignes défensives à 4 que jouer en tant qu'outside linebacker sur une 30. Il est capable de dropper en zone. À Bama, il a même joué certaines actions. Il les a même jouées en tant que slot cornerback. On parle quand même d'un mec. Alors pareil, je sais pour les gens qui suivent pas forcément le college football, ça va peut-être pas vous parler. Mais en gros, on a notre MVP à nous, c'est le Heisman Trophy. C'est très, 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 très rare d'avoir des joueurs défensifs qui s'approchent de ce trophée-là. Je pense que dans le podcast, tout le monde s'accordait à le dire. L'année dernière, donc pas cette saison, la saison dernière, le titre aurait dû revenir à Will Anderson, mais finalement, c'est Bryce Young, je crois qu'il l'a chopé, mais il fait une saison absolument exceptionnelle. Il est fort contre la course, il est fort contre la passe, il est technique, il est physique. Je vous dis franchement, pour le coup, je sais que talent générationnel, c'est un terme qui revient beaucoup ces derniers temps, que les gens aiment utiliser à tort et à travers, mais pour moi, Will Anderson, on s'en rapproche quand même vraiment pas mal. Avant Tyrese Wilson? Dis-moi. Avant Tyrese Wilson? Non, c'est Tyrese Wilson. Non, c'est... Tyrese, ouais. Oui. Pour moi, largement. Tyree Wilson, il est annoncé dans le top 3. Hein. Ouais, j'ai vu que ces derniers temps, Tyree Wilson commençait à reprendre énormément de hype. D'ailleurs, il me semble que, je sais plus si c'était avec mon compte entre guillemets pro ou avec le compte d'LSU, je disais qu'on est en train de repartir sur la même erreur que les Jags ont fait l'an dernier en prenant Trevon Walker à la place de Hutchinson ou Kayvon Thibodeau. Ils sont en train de nous refaire la même chose. C'est-à-dire que ces dernières années, en fait, j'ai vraiment l'impression que les GM sont de plus en plus matrixés par le physique des joueurs, de leur gabarit. Attention, Tyree Wilson, c'est un super joueur, je l'adore, mais c'est pas le même profil. Et surtout, c'est bien moins fort. Le rayonnement n'est pas du tout le même. Will Anderson, ça peut vraiment être la phase de votre franchise en défense. On sait souvent que quand on est sur une période de reconstruction, et souvent, si on a un choix dans le top 3, c'est qu'on y est. On a besoin d'une phase en attaque et d'une phase en défense. Will Anderson, en fait, ça peut l'être. C'est vraiment, ça peut être la star défensive qui va vous faire... qui va vous rapporter une nouvelle base de fans parce que les gens vont tomber sur ses highlights, les gens vont acheter ses maillots. Et puis, comme je vous dis, en fait, même si demain vous changez de coach en défense, il pourra s'adapter et changer de système. Il est capable de le faire. Donc, que demander de plus? Ouais. Okay. En soi, le Will Anderson, pourquoi plutôt Will Anderson que Tyree Wilson? Déjà, Will Anderson, en fait, je vérifie. Effectivement, c'est bien ça. En 2020, du coup, il est déjà il est titulaire à Alabama en freshman. On sait qu'être titulaire à Alabama, c'est 80% du job pour être un NFL. Au-delà de ça, le mec il me semble qu'il est capitaine depuis son année sophomore ou fin de freshman. Donc c'est un vrai leader. Et je pense que ce soit les Cardinals ou même les Texans, moi je mets quand même ma pièce sur les Texans. Je mets ma pièce sur les Texans pour aller chercher Will Anderson avant de prendre un QB. Tout simplement parce que comment il s'appelle DeMeco Ryans. DeMeco Ryans, ouais. Il a vu ce que ça faisait Nick Bosa, pardon, chez les 49ers. Ouais. Et il a vu qu'en fait, on pouvait construire avec un QB qui n'était pas forcément incroyable, mais avec une vraie défense. Donc peut-être qu'il va essayer de construire la défense en premier. Je mets juste une pièce, si je dois mettre un pari avec une cote
une cote incroyable. Plutôt que de mettre Will Levis en first pick, je mettrais plutôt Will Anderson en second. Sinon, s'il doit partir en troisième, même les Cardinals, ils ont besoin d'avoir un remplaçant sur la ligne défensive qui va pouvoir être une voix pour le reste du rooster. Donc, Will Anderson. Will Anderson, capitaine, leadership, talent, athlétisme, il a tout ce qu'il faut. Ouais. Et puis il faut quand même remplacer JJ Watt du côté Oui. des Cardinals, c'est pas rien à remplacer comme. Will Anderson, il court quand même vite. Ouais, mais Il fait des stats. et il faut aussi, t'as quelqu'un en moins pour porter le défibrillateur. Hein. C'est ça. Donc Will Anderson plutôt. Jalen Carter, on en a parlé tout à l'heure de ces quelques ennuis extra-sportifs pour le bout, ça pourrait lui coûter cher. Ouais. Pareil, Jalen Carter, on parlait quand même d'un mec qui était top 5. 3. Top 5, tu vois, je préfère toujours prendre large, on va dire top 5, vraiment largement en termes de talent. Là, avec les petites conneries, et c'est pas des petites conneries, justement, c'est des grosses conneries. C'est quoi J'ai pas suivi, moi. Alors, en gros, cette année, il y a un joueur ainsi qu'un membre du staff de Georgia qui sont décédés dans un accident de voiture. Ah, d'accord. Apparemment, Jalen Carter n'était pas dans les parages. Sauf qu'à la suite de l'enquête, on a trouvé des témoins qui ont dit l'avoir aperçu, je crois, à 1 kilomètre et quelques. Donc la police l'a fait revenir. Il a changé sa version une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Sur la troisième version, on a carrément appris qu'il était en fait en train de faire la course contre son coéquipier et que potentiellement, il serait peut-être responsable de l'accident de voiture qui a du coup coûté la vie à son partenaire et à un membre du staff de Georgia. Donc chaud. Moi, je l'ai dit personnellement avec Val sur les petits épisodes qu'on a fait nous entre nous. Je suis personnellement vraiment pas fan de ce genre de truc. Pour moi, c'est juste un truc où tu peux être le joueur le plus talentueux du monde. Quand tu as ce genre de casserole, si je suis GM, je te coache pas du tout. Parce que si c'est pour que dans 1 an, tu me fasses une Henry Ruggs ou ce genre de merde, je veux pas de toi. Le pari vaut pas le coup. Donc en fait, pour moi, personnellement, c'est le genre de truc où tu peux vraiment être le top 1 de la draft. Même si tu es là au 5e tour, je te pique pas en fait, juste à cause de ça. Je pense qu'il y a d'autres équipes comme ça qui vont peut-être faire l'impasse dessus. Je pense à Dan Campbell qui est en train de reconstruire les Lions avec justement des bons gars qui essayent de sortir de cette image un peu ghetto, machin, Détroit. Je sais pas s'il irait forcément choisir le joueur. Il a annoncé chez eux. Hein. Ouais, je sais, normal, quand tu vois le need chez les Lions de defensive tackle, avoir le meilleur defensive tackle de la QV qui te tombe droit dans les pattes. Sur ton tour, c'est sûr que c'est tentant. Ouais. C'est ça, mais donc voilà, je sais qu'il y a certains GM qui vont faire l'impasse, certains coachs qui vont faire l'impasse. À côté de ça, on le sait aussi, je le disais tout à l'heure, c'est un business. Donc si au bout d'un moment, tu as une opportunité et que tu estimes que le jeu en vaut la chandelle, il y a des mecs qui vont pas hésiter à le prendre, quoi. Comme je vous dis, on parle quand même d'un mec qui était top 5. S'il commence à tomber vers le choix 8, 10. Oui. En soi, c'est un peu je dirais que c'est pas du tout la même chose. N'y voyez pas une comparaison réellement. Non. Mais Laremy Tunsil, qui avait chopé une vidéo de lui aussi, c'était top 5 de draft, meilleur tackle de loin de la QV. Le gars, le jour de la draft, il y a une vidéo qui sort comme quoi il est en train de fumer avec le masque, etc. La vidéo un peu célèbre. Il tombe en 13. En fait, c'est le range où je vois un peu Jalen Carter de se dire, OK, le need est vraiment fort. C'est pas de la drogue, parce que la drogue en soi, c'est inoffensif comparé à avoir participé au décès de 2 personnes. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont voir qu'il a du regret, etc. Et de dire, OK, il a fait sa connerie de Henry Ruggs où il ne en fera plus. Ça lui a marqué à vie et donc il ne refera plus et je vais le prendre pour ça. Moi, je suis pareil que Ryan. Pour moi, il n'y a pas de deuxième chance. Enfin, si tu veux une deuxième chance, tu vas à l'église, tu vas pas en NFL, tu vois. L'idée, c'est vraiment de comprendre que moi, si j'étais GM, je le prendrais pas. Ou à la rigueur avec un late 5, 6e, etc. dans une équipe un peu où j'ai des vrais cadres. Par exemple, les Steelers, je pense qu'avec Tomlin, il y aura un vrai cadre. Et,
pour que Tomlin ait réussi à cadrer Antonio Brown pendant autant d'années, Ouais. il doit savoir cadrer des mecs. Oui. Donc C'est peut-être. pas cadrer son fils, par contre. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je me dis peut-être une équipe avec un vrai coach capable de serrer la vis. Bilou? Pourquoi pas? Peut-être. C'est peut-être pas le profil qu'il aimerait bien en vrai. Non, mais. Non, oui, non, je pense que non. Mais Il est pas oui, bien. non. Bon, il a pas pris Antonio dur, Brown, ça, lui c'est aussi. bien, Hein. je crois. Mais en plus, j'ai pas tout suivi des démêlés judiciaires de Jalen Carter, mais il n'y a pas eu de procès, ça n'a pas été jugé encore. Si, justement, il y a eu le procès, tout ça. D'accord, Il a eu ok. il a eu travaux d'intérêts généraux, une D'accord, amende, ok. je sais Parce pas que quoi, je savais mais qu'il il avait été mis sous mandat d'arrêt et relâché sous caution, mais je savais pas s'il y avait eu le procès, parce que je me dis, si en plus il y a un procès dans 2-3 mois et qu'il risque une ouais, peine, non, je crois pas. Je crois que là Euh, maintenant, ça y est, c'est derrière lui. Mais comme on le disait avec Val, en fait, c'est le genre de truc où encore une fois, il a vraiment de la chance d'être entre guillemets un futur talent NFL. Parce que je pense que si c'est un random qui a cette histoire-là, aujourd'hui, il est derrière les barreaux, l'ami Ah ouais, Jalen. ouais. En soi, le truc, c'est que en fait, légalement, je sais pas si c'est pas volontaire, enfin, la course avec quelqu'un qui mène à la mort, en fait, Je pour sais moi, c'est pas, pas je sais la même. pas. Je sais pas, après, tu sais, ça dépend des Oui, États et tout. ça dépend des Justement, les États, lois sont effectivement. Ouais. différentes. En soi, moi, je me mets pas de. Hmm. Enfin, on va pas rentrer dans ces débats-là qui sont Non, non. hors football. Et puis surtout que j'ai pas les connaissances du tout. Ouais, clairement, c'est ça, en fait. On va parler Non, et puis c'est plus intéressant de parler des gens qui seront à la draft. football. Voilà, parlons football, c'est toujours plus intéressant que les Parle-nous affaires du DT judiciaires. remplaçant de Texas, Ryan. Tu m'as dit quoi? Il veut que tu parles du DT remplaçant de Texas. Ah, bah ouais, parce que c'est un des derniers scootings que j'ai fait et pour le coup, j'ai vraiment apprécié le mec. Un très bon profil de sleeper selon l'endroit où il va tomber. Je sais que dernièrement, il montait un petit peu dans les mocks et tout ça, mais c'est très très solide. C'est très très solide et pourtant, il n'était pas titulaire cette année à Texas, mais le mec a déjà des vrais bons points, que ce soit face à la défense de course. Il a déjà quelques petits flashs en pass rush. Franchement, je crois il aura 22 ans sur son année rookie, donc même au niveau de l'âge, le potentiel y est. Et franchement, ça a été un des derniers petits coups de cœur que j'ai fait justement dans mes scouting reports. Et du coup, on n'a pas le nom. Moro Ojomo. Voilà. Parce que si on le voit tomber au premier tour, on pourra dire, ou au deuxième, enfin, quand il va tomber, on dira, bah voilà, Ryan nous l'avait annoncé sur le live. Voilà. En espérant que derrière, il ait une carrière NFL et que le mec se mette à bosser. Et si ça se trouve, et voilà. Et si ça se trouve, Joe t'aurais été son meilleur agent en France. Joe Shane est sur le coup, t'inquiète. On a fait la ligne défensive, on passe à la ligne offensive, les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la ligne offensive, Robin, qui te plaît particulièrement? Alors, moi, c'est un gars que j'avais un peu, pas forcément au niveau du top 3, on va dire, du Paris Johnson, Skoronski. Mais Broderick Jones, Ryan m'en a parlé, il m'a convaincu, je suis rentré dans le train. Ryan, si tu peux en parler. En fait, Ryan, pour vous donner un peu de contexte, l'année dernière, avant du coup, la draft de l'année dernière, il nous a parlé de Jamari Sallier, qui est un joueur qui a été drafté chez les Chargers au 6e tour. Et le mec est incroyable. Et du coup, je suis monté dans le train des mecs que Ryan me présentait très rapidement. Donc là, Broderick Jones, vas-y Ryan. C'est-à-dire que, en l'occurrence, Sallier, j'étais un des seuls connards l'année dernière à le demander genre au 2e, 3e tour. En disant ouais, si vous le faites glisser en guard, ça va être un crack et tout. Finalement, les Chargers l'ont pris au 6e, ils l'ont quand même fait jouer tackle et il a cassé des gueules toute l'année. Donc ça a aidé à convaincre Rob, mais ouais, en gros, Broderick Jones, on part sur le même délire, donc joueur de Georgia, c'est-à-dire un athlète plus, comme à toutes les positions. Si vous aimez les O-line qui sont très bons sur le run block, Broderick Jones, je pense que vous allez le kiffer. Moi, j'ai des petits doutes sur sa capacité à être tackle, un petit peu de la même façon que pour Sallier. Je pense qu'un remplacement en tant que guard, ça pourrait lui être vraiment très bénéfique, mais c'est pas étonnant. C'est la façon de jouer de Georgia qui veut ça, avec des O-line vraiment très très physiques, un gros jeu de course, et donc en fait les mecs ont des petits soucis en passe bloc, des choses qui peuvent se travailler en fait, mais Broderick Jones, il a vraiment ce profil là où je me dis qu'en guard,
dans une équipe qui joue pas mal de courses, mettons Tennessee, on le fout en guard à Tennessee, je pense que ça, il pourrait vraiment faire très très mal. C'est 9 à Chicago. Hein. Alors, il est annoncé à Chicago, il est annoncé aussi chez les Packers, chez les Jets, enfin entre la 9 et la 16e place, quoi, grosso modo. Ouais, mais c'est pas déconnant. Après, le truc, c'est que forcément, vu qu'il est vu en tant que tackle, vu qu'il a joué tackle, on le sait, la value de tackle est un peu plus importante que pour les linemen intérieurs. Mais si vous voulez un joueur avec qui le comparer, alors je sais qu'il faut remonter un petit peu loin, hein, là ça va plus parler aux anciens. Oh, t'inquiète pas, on est vieux. Ouais, pour toi non, mais c'est surtout que je sais que les joueurs de ligne offensive, c'est pas forcément les joueurs les plus avec le plus de star system, mais je sais pas si vous vous rappelez de Evan Matisse, c'était un guard qui était très très bon chez les Eagles et qui avait pas un gap de guard. C'était un espèce de mec hyper athlétique, le mec qui était sec, musclé, tout ça, et il a un peu impacté tout ce changement en fait au poste de guard avec des guards en fait ultra athlétiques. Par la suite, il est parti aux Broncos où il était en fin de carrière, donc il commençait à tirer un peu plus la langue. Mais en fait, Broderick Jones, je le vois un peu dans le même délire, c'est-à-dire un guard un peu plus léger, un peu plus athlétique, mais qui pourrait vraiment faire du dégât. Et en fait, même ses petites limitations sur le pass-block, le fait de le mettre à l'intérieur, du coup, il a son centre à droite ou à gauche et il a un tackle pour l'assist. Je pense que ça pourrait l'aider aussi, en fait. Ouais. Donc plutôt Broderick Jones que Paris Johnson ou que Skoronski comme premier all-line. Pour Rob. Moi, je trouve que depuis que je suis rentré dans le train, forcément, j'ai regardé. Je ne veux pas rentrer dans un train que Ryan me propose juste parce qu'il propose. Mais du coup, après, effectivement, après être revenu sur certaines tapes, notamment les tapes d'Oregon, ça. Ça fait mal. Mais qui va malaxer quelques mecs, quoi. Ouais, je pense. Mais ça, comme je te dis, ça c'est plus l'avis de Rob. Non, pour moi, le meilleur all-line de la draft, ça reste Peter Skoronski. Il est capable de jouer tackle, guard. Athlétiquement, c'est un monstre. Techniquement, c'est un monstre pour son âge. Je le vois rentrer dans pareil n'importe quel système. Donc, très très gros fan de Skoronski. Et sinon, celui sur lequel j'ai vraiment flashé cette année, moi, c'est Dawan Jones, donc le tackle droit de Ohio State. Le mec, c'est une montagne, il fait 6'8", 360 pounds. Mais j'ai jamais vu un mec de 6'8", 360 pounds bouger comme lui bouge. Le mec, je l'ai écrit dans mon article, c'est un cheat code sur le jeu de course. C'est-à-dire qu'il est capable de t'emmener des mecs à l'autre bout du monde. Alors, je te laisse imaginer si tu le mets en double team. Sur la passe, c'est simple, s'il pose les mains sur son edge rusher, le edge rusher il est mort. Le seul problème en fait que moi j'ai avec Dawan Jones, c'est qu'il a joué toute sa carrière en fait à droite. À droite, on sait que c'est pas le poste en fait qui a le plus de valeur. Je sais pas s'il est capable de transitionner à gauche, et en fait le mec était tellement bon à droite que je vois pas trop la raison, mais donc tu sais, ça devient un petit peu plus situationnel. Il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui ait besoin de lui à droite, et on sait que les équipes vont généralement chercher des left tackles plus hauts que des tackles droits. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 6'8", 360 pounds, 6'8", c'est 2,03 m pour 160 kg, et ça va malaxer des mecs. Ça vous donne un peu le bonhomme, quoi. On dirait Yaya, mais bon, après après le repas de Noël, quoi. Malheureusement, je suis à 6-0 et en termes de livres, je dois être à 2 livres lus. Je dois être aux alentours de 170. Petit joueur. Ah, oui. Non, mais il a un physique de kicker, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Non, mais excuse-moi, je suis marathonien, je peux pas tout faire. Hein. Ah oui, écoute. Moi, je pense que Broderick Jones, il court un marathon. Pour en revenir à notre ami Jones, il était plutôt pressenti en début de deuxième tour jusque-là, et là je suis en train de regarder les dernières mocks qui sont sorties. Visiblement, il serait plutôt en fond de premier tour maintenant. Il y en a qui le voient à Kansas City, chez les Eagles, chez les Bengals. Donc bref, dans la fin du premier tour, quoi. Donc pourquoi pas, tu vois, ça se trouve on va le voir dès le 27 avril, notre ami Dawan Jones. Ouais. On va passer à quoi? Au cornerback, tiens, les cornerbacks, parce que je sais que là Robin va se régaler. je le vois déjà, Speedy Gonzalez arriver.
Je crois qu'il y a quelqu'un de la fac d'Oregon dont tu veux nous parler. Ouais, je voulais vous parler de effectivement Christian Gonzalez, qui pour moi est le meilleur cornerback de la draft. Il y a débat avec Witherspoon. Hmm. J'ai beaucoup plus regardé évidemment Christian Gonzalez, hein, on va pas se mentir. L'idée, pourquoi? Parce que en termes de ball skills, en termes de footwork, le footwork de Christian Gonzalez, c'est du petit lait, c'est vraiment le changement de direction est incroyable. Et surtout, en fait, le fait qu'il a pu s'imposer à Oregon aussi rapidement. Après, la cornerback room n'était pas non plus incroyable, mais l'idée, c'est que voilà, en fait, il y a eu des receveurs qui étaient pas mal en face, qu'il a bien pu shut down. Des ball skills qui va pouvoir justement aller mettre en valeur. Je dirais plutôt soit du côté de Détroit parce qu'ils ont tradé au Kuda, ou alors du côté des Raiders. En tout cas, dans les deux, ils ont besoin d'un cornerback, donc ça fait top 10 de draft. Ouais, c'est 6 ou 7, hein, normalement. C'est 6 ou 7. Et ça ferait 5 ans d'affilée que Oregon a un joueur dans le top 10. Donc, quand on n'est pas un programme de sec, ça fait du bien. Donc, ça montre une vraie formation. Donc, moi, je suis plutôt content de ça. Et voilà, Christian Gonzalez, en soi, allez lire l'article il est très complet. L'idée, c'est vraiment que si je devais retenir 3 qualités, ça serait le footwork, le ball skills. Et au final, comme il est grand, il se fait pas dominer par des receveurs beaucoup plus grands, où il y aurait des corners qui pourraient avoir un peu de problème. Peut-être, Ryan, tu peux nous parler de Witherspoon ou Porter Bah déjà, je vais te valider, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est Gonzalez le meilleur cornerback de cette QV, trop fluide, trop fort, des ball skills de dingue. C'est lui qui est un papa basketteur, hein, Christian Gonzalez, si je dis pas de bêtises, il me semble. Hein. Je crois que son papa est basketteur, si je dis pas de bêtises. Ce qui doit aider sur la taille. Ouais, je sais qu'il a fait de l'athlétisme quand il était au lycée, parce que c'est moi qui ai écrit son profil draft sur notre site. Ok, bah écoute, sur ça, je te fais confiance. Son papa était basketteur, d'où sa taille. Ouais, enfin, il fait 6-1, Christian Gonzalez, hein, c'est pas... Bah, Ouais, c'est pas mal. Pour un cornerback, c'est pas mal. En fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de cornerbacks qui sont à 5-9, 6-0, 6-1. En fait, il paraît pas petit, tu vois. Oui. Alors, je te laisse parler, Ryan, et après je prends la question de Biotime, qui est un fidèle parmi les fidèles de l'émission. Vas-y, Ryan. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, Robin m'a lancé sur Witherspoon. Pareil, c'est un mec qui a beaucoup de hype ces derniers temps. Et d'ailleurs, dès la fin de saison, sa hype a commencé à monter. Moi, Devon Witherspoon, pareil, je le connais depuis un moment. D'ailleurs, Rob pourra vous le dire, j'avais annoncé la grosse saison en défense d'Illinois. D'ailleurs, ça m'avait valu quelques moqueries de la part des membres de TTP. C'est mal connaître The Trick Play. Ouais. Et non, ce que j'adore en fait chez Witherspoon, c'est qu'il joue vraiment plus gros qu'il ne l'est. C'est-à-dire que très souvent, on voit chez les cornerbacks une attitude assez déplorable sur les jeux de course. Souvent, ils se cachent ou alors ils vont plaquer un peu n'importe comment parce que les mecs ont peur. C'est pas quelque chose que vous allez retrouver chez Witherspoon. Bien au contraire, des fois, quand on le voit arriver au plaquage, on a limite l'impression de voir un safety. Très physique, même parfois peut-être un peu trop. On sait qu'en NFL, ça flaque beaucoup et ça flaque beaucoup contre la défense. Je pense que ça va lui arriver quelques fois parce qu'il est très physique, très agressif. Maintenant, à côté de ça, un peu à la même manière que Gonzalez, il y a des ball skills de dingue. S'il y a une balle qui passe en l'air à côté de lui, c'est pas le genre de mec qui va aller chercher à juste la taper. Il va essayer d'aller l'intercepter le plus souvent. S'il est en retard, il va venir pour dégommer le receveur, donc il va bien lui faire comprendre qu'il n'était pas loin. J'aime beaucoup le profil. Maintenant, je trouve que c'est peut-être un peu trop abusé de le voir ces derniers temps. On le voit même top 10 de draft. Je pense que c'est un petit peu haut. Je pense que sa value est un peu plus basse que ça. Mais voilà, cornerback, on le sait, c'est un poste star qui a beaucoup de value. Comme l'a dit Rob tout à l'heure, tu es une équipe, tu as besoin de corner. Gonzalez, il est sorti du board. Bah, ça me fera pas... Ça me choquerait pas en fait de voir Witherspoon partir plus haut que sa valeur, mais comme je vous dis, moi je le vois un petit peu plus bas.
Alors, je prends la question de Biotime, dont je disais c'est un fidèle fan des Packers, ce Biotime, si je ne dis pas de bêtises. Bah, ça se trouve, il est parti chez les Jets avec Aaron Rodgers, mais pour l'instant, il était encore chez les Packers. Restera-t-il un O-line pour les Jets en 15? Alors, il en restera un, ça c'est sûr. Lequel restera-t-il? Ça, c'est une autre question. Broderick Jones peut tout à fait être encore dispo en 15. Ouais, clairement. Après, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu cherches exactement en O-line? C'est pareil, est-ce que tu veux un tackle? Est-ce que Ils tu ont veux déjà un deux guard? tackles, non? Chez les Jets. Ils ont pas. Attends, sur la droite, ils ont le Ils ont mec. besoin de playoff. Combien? Ils ont besoin de playoffs. Comment il s'appelle le gars qui était immense là sur la droite? Je sais pas, honnêtement, pour être très honnête, les Jets, c'est pas une équipe que j'apprécie énormément. Elle m'indiffère assez, cette franchise, sans être méchant, hein, s'il y a des fans des Jets, hein, mais donc je connais pas votre roster sur le bout des doigts, pour pas vous mentir. Ah bah, en vrai, attends, ils ont de la qualité, hein. Connor Ouais, mais McGovern. ouais, mais je crois qu'il y a des blessés. Je crois que c'est les blessures le problème aux Jets. Ouais, en fait, c'était Mickey Becton que je te parlais, le grand. Hmm. Tu vois, ils ont Connor McGovern, Mickey Becton, Elijah Vera Tucker, George Fant, Laken Tomlinson. Ça fait un 5. En soi, je pense ils ont besoin d'un petit centre. En vrai, pourquoi pas un John Michael Smith, hein. Ah, c'est tôt. Ouais, C'est non, mais tôt. C'est très tôt, JMS. tu peux trade down en soi. Non, En après, tout cas, va falloir protéger Papy Rogers. Va falloir protéger Un l'investissement. centre. En fait, moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de guard parce qu'ils ont. En fait, Vera Tucker, il peut jouer tackle aussi. Tu vois, tu as Vera Tucker, Mickey Becton des deux côtés. Ça rigole pas non plus, hein. Ouais, mais bon, après, du coup, pour la question, restera-t-il en all-line pour les Jets en 15? Oui, Oui. oui. Après, voilà, c'est comme je te dis, qu'est-ce que tu recherches exactement? Dans tous les cas, en fait, tu auras en 15, normalement, tu as encore des bons tackles, voire des très bons si encore une fois, tu recherches un truc bien spécifique. Je pense notamment à un mec comme Anton Harrison. Là, j'ai vu que tu étais pour les Packers. Les Jets viennent de prendre Aaron Rodgers. On sait que Bakhtiari a fait un taf monumental chez les Packers en étant spécialisé sur le pass-block. Avant toute chose, Anton Harrison, c'est le meilleur pass-bloqueur de la QV. Il doit progresser un petit peu sur le run-block, mais en passe pur, il est extraordinaire. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, tu prends Anton Harrison, tu sais qu'en fait, le côté aveugle de Rodgers, il sera safe. Et derrière, une fois que Rodgers partira ou arrêtera sa carrière, tu sais que le prochain QB que tu mets en place, il aura entre guillemets son left tackle titulaire. En espérant que le mec se blesse pas et tout ça. Mais en tout cas, en termes de talent, ouais, ça peut être cool. Oklahoma, c'est ça, hein, Anton Exactement. T'as vu, j'ai bien lu hein, les fiches. Hein, je vois ça. Tout ça, c'est grâce à The c'est Trick-Play. fou, Hein. C'est beau. Hein. C'est beau. Hein. T'as vu, c'est les notes Merci. prises sur The C'est quoi? Trick-Play. Attends, je vais analyser. T'habites où exactement? Enfin, pas l'adresse, hein, mais Bah alors, ça te regarde pas? De quoi? Où est-ce que la ville, j'habite, t'habites moi? dans quelle ville? Dunkerque. Ah, t'habites à Dunkerque, mais j'habite à Lille. Et ben voilà, tu vois. C'est fou. Tu vois, la connexion Oh, du Nord. Et on a failli avoir Bertrand avec nous qui est de Valenciennes, enfin pas loin de Valenciennes, tu vois. Donc, incroyable. Ça, c'est la collection du Nord, tu vois. Donc comme ça, c'est on fou. pourra faire des soirées nordistes. Du coup, je vais regarder je vais regarder combien si t'as vraiment regardé les articles. Ah bah là, tu peux y aller sans problème. Ah, d'accord. Alors, je vais regarder. Il n'y a aucun souci. Sur la tablette, sur l'ordi, tu peux. Je suis même sur le site actuellement, tu vois. Donc, Ouais, je te vois d'ailleurs. tu vois, comme quoi, je ne mens Je pas. te vois en temps réel à Dunkerque, ouais. Et tu vois, je ne mens pas. Ah, mais désolé, c'était pour aller voir. Les amis, donc en all-line en 15, il y aura largement de la place et du coup, on reparlera de Rodgers en fin d'émission. Donc Biotime reste avec nous parce qu'on veut bien ton avis sur la question. Mais parce que les Packers, ils ont monté de 2 rangs eux aussi, je crois, c'est ça, Oui. dans la draft. Donc du coup, s'ils cherchent aussi un tackle, il y aura peut-être de quoi faire encore mieux pour les Packers. Du coup, avec le trade de Rodgers. On a parlé des cornerbacks, on a parlé de ligne défensive, de ligne offensive. On n'a pas fait les receveurs encore. Tiens, est-ce qu'il y a un receveur qui vous a tapé dans l'œil, les amis? Je vais te laisser y aller, Rob. Moi, je suis très très grand fan de The Flowers. Je sais que Valentin l'aime pas du tout et ne considère pas que c'est un premier tour. Moi, je pense que The Flowers, il a un profil un peu à la Tyler Lockett qui peut être hyper intéressant. Donc, pourquoi pas le premier tour, parce qu'on a vu que Tyler Lockett, même les receveurs un peu undersize, ils peuvent faire des belles choses.
Donc, moi, je suis très gros coup de cœur sur Zay Flowers. Après, hein, si je devais mettre un deuxième receveur en coup de cœur, Celui qui est pressenti en numéro 1, c'est Smith Jigba pour l'instant. ouais, en soi, je pense Lui que ou Addison ouais, en numéro 1, je Ou pense. Addison. vas-y, Ryan, Ouais. le temps que tu trouves un receveur, toi qui te hype, je vais essayer de regarder un peu un mec under the radar. Moi, il y a pas grand monde qui me hype. C'est une cuvée de receveurs cette année qui est un peu plus faible que les autres années, voire beaucoup plus faible si on prend les grosses cuvées sorties ces dernières années. Mhm. Mais il y a peut-être de quoi trouver en fait son bonheur. Faut vraiment être un petit peu plus spécifique. Il n'y aura peut-être pas de superstars comme on a pu le voir, les Jamar Chase, les Justin Jefferson. Il n'y aura peut-être pas de gros cracks comme ça à sortir, mais il y a quelques petits projets intéressants. Mais en soi, c'est des profils qui vont demander du travail. C'est des profils, comme je vous dis, qui sont très spécifiques. Les Addison, Smith Jigba, tout ça, on parle de mecs qui peuvent vraiment jouer dans le slot. Un mec comme Quentin Johnston, ça va plus être sur l'extérieur, mais pareil, il y a des problèmes de drop. Moi, cette QV, elle me hype pas plus que ça, en fait. J'ai l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour regarder assez régulièrement toutes les mocks, enfin la plupart qui sortent, j'ai l'impression que c'est très interchangeable en fait. Des fois, tu vois Jackson Smith Jigba en 10, en 12 chez les Patriots, chez tout ça. Des fois, tu le vois en 23, 24. Jordan Addison, des fois, tu le vois pareil en 14. Des fois, tu le vois chez les Giants en... C'est combien les Giants 25. 25. J'ai l'impression que c'est très... Zay Flowers, c'est pareil. Il est capable de faire de 10 à 25 aussi. J'ai l'impression que c'est très interchangeable entre les 3-4 pressentis pour le premier tour. Donc, Zay Flowers, Johnson, Addison et Smith Jigba. Ouais, bah parce que c'est le cas Ouais. tout simplement. Tu vois, comme je te disais, s'il y avait vraiment un numéro 1 défini, bah en fait, il n'y aurait pas de question et tu le verrais sortir à chaque fois dans toutes les mocks et il reviendrait comme étant le premier receveur à sortir. C'est pas forcément le cas cette année. Tu vois, même Johnston, pendant un moment, les médias, ils ont voulu nous le vendre comme étant un crack lunaire. Bah, finalement, le mec au Pro Day, il se trouve tout seul devant les caméras en te faisant 2 drops dégueulasses. Il fait une finale contre Georgia où, pareil, il se fait shutdown. Après, Donc, c'est Georgia. On en avait parlé pendant le podcast de ouais, mais retour. je suis désolé. Georgia ou pas Max Georgia. Duggan, il avait approximativement 0,2 secondes pour lancer. Ouais, mais je suis désolé. Quand tu es un crack, il y a un moment, il faut que tu le montres aussi. Et les grands joueurs, tu les vois dans les grands moments. Johnston, Oui. c'était pas un grand joueur. Tout du moins, nous, on le voyait pas comme étant un grand joueur. Et regarde, finalement, il y a quelques mois, dans les mocks, on le voyait limite top 10, top 15. Il sortait régulièrement. Aujourd'hui, il commence à même plus sortir dans les premiers tours. Mais est-ce qu'il y a de la profondeur au moins sur le poste de receveur? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs peut-être qui valent pas des premiers, deuxième tours, mais plus loin? Oui. C'est ce que je te disais, tu as de la profondeur, mais c'est beaucoup de projets. Et en fait, c'est beaucoup de projets spécifiques où en fait, tu n'auras pas forcément ce mec all-around qui est fort sur l'extérieur, à l'intérieur, qui est fort en menace profonde, mais qui est aussi un bon route runner. Cette année, c'est plus spécifique. Il va falloir que tu ailles chercher vraiment ton slot route runner, ton mec sur l'extérieur qui a un gros gabarit, mais qui sera peut-être pas forcément le meilleur route runner. Ouais. Cet athlète qui court le 40 comme une fusée, mais qui va avoir des problèmes de drop. Et en fait, tu as vraiment ces profils spécifiques à plusieurs tours. Donc, ouais, tu as des projets qui peuvent être intéressants. Je sais que Valentin, comme moi, il y a un joueur qu'on aime beaucoup, c'était André Iosivas, qui sort de Princeton, une petite fac. Le mec, il a un gabarit, il a des grosses capacités athlétiques, mais à côté de ça, il est très brut. Il faut tout travailler sur lui. Moi, je suis très fan de Josh Downs de North Carolina. Pour autant, le mec, il a des vraies limitations et c'est possible que le mec ne réussisse jamais en NFL, en fait. Ouais. C'est... Ouais. Moi, je suis très fan également de Xavier Hutchinson. Ouais. Pareil, en fait, d'Iowa State. Je l'ai trouvé incroyable. Ça fait 2-3 ans qu'il produit. Très fort parce qu'il est très grand, etc. Il a des Mais mains de pareil, des fou. limitations. Enfin, c'est vrai qu'il est grand de ouf. Et Charlie Jones, j'ai pas mal regardé Pur Du cette année. Et pour le coup, pour le coup, pardon, j'ai pas mal kiffé. C'était pour la rime. Ouais. Franchement, j'ai pas mal kiffé Charlie Jones. Il a fait une grosse production. Mais encore une fois, comme Ryan le dit, tu vois, c'est que du slot. Il y a Charlie Jones, il jouera pas à l'extérieur. Hutchinson, il y a ses problèmes également. En fait, t'as que
Je pense que la profondeur, elle est là, mais t'as pas le mec qui va changer ta franchise, tu vois. T'as pas... Et est-ce que Ryan, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mec de LSU? Bah ouais, non, mais si, en vrai, si, parce que regarde Keishon Boutte, on en parlait l'année Ouais. dernière ou quoi, le mec, c'était justement censé être ce mec all-around superstar. Ouais, Bah, c'est ça. cette année, il s'est chié, il est horrible, il a fait un pro day, il a fait un pro day dégueulasse. Donc, bah pareil, lui, c'est une question, c'est un projet, c'est le mec, un pari, tu vas le prendre, ça se trouve, demain, il va être éclaté au sol en NFL. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas de Jamar Chase. On va pas Non. avoir des mecs comme ça, des Des qui sont Chris Olave, des voilà. ouais, des Ouais. Olavé, des choses comme ça. Non, En fait, cette année, il n'y en aura pas. on aura des très bons receveurs qui vont faire du rooster, mais ils vont jamais définir une franchise. Il n'y aura pas de Justin Jefferson qui va arriver là. Tu vois. Ouais. Donc, ok. C'était le moment de recaser Chris Olave qui s'est fait voler son titre de Rookie of the Year l'an Ah dernier. oui, On clairement. aime ça on aime. Clairement. Voilà, ouais, merci de venir dans mon train de gens qui défendent Chris Olave bec et ongle pour pour cette fait voler. T'inquiète pas, moi j'ai fait ma croisade avec Justin Herbert à l'époque. Je défends tout le monde maintenant s'il faut. Et moi, j'ai fait ma croisade pendant la pré-saison de Jamar Chase où j'ai entendu des trucs genre il a pas de main, il est lent et il sait pas se séparer des DB. Ben voilà, il a prouvé le contraire. C'est en tout cas si jamais il nous reste Jackson Smith et Jigba disponibles pour le choix des Saints, on peut te reformer Ohio State sur les 3 dernières générations, tu vois. Entre Michael Thomas, Olave et Smith et Jigba, t'as pris tout le monde, quoi, tu vois. Ah, Comme c'est ça, vrai. Ouais, mais dans ce cas-là, autant attendre l'année prochaine et aller chercher Marvin Harrison. ouais, ce sera peut-être aussi bien, ouais. Ce sera peut-être aussi bien. Ça, c'était pour les receveurs. Est-ce qu'on fait pas les running backs? Tiens, faisons les running backs. C'est parti pour les running backs. Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, j'aime bien Jahmyr Gibbs. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Je l'aime bien. C'est peut-être parce qu'il ressemble à Camara. C'est un Il y a du extraterrestre. Camara, il y a du Camara Ah, dans c'est un Jahmyr Gibbs. Oh extraterrestre. que oui, il y a du Camara dans Jahmyr Gibbs. Voilà, c'est pour ça que je kiffe. Écoute, pareil, running back, c'est toujours compliqué. On voit des mecs qui performent énormément en college football, arriver en NFL et être nul à chier. Tout dépend du système, tout dépend des O-line dans lesquels ils arrivent, d'à quel point ils vont être utilisés. C'est toujours très compliqué. Maintenant, voilà, on a 2 gros noms, Bijan Robinson et Jahmyr Gibbs. Derrière, ça se détache un petit peu, mais pareil, tu as des profils qui peuvent être très intéressants. Tu as Israël Abanikanda de Pittsburgh, qui est un athlète incroyable. Tu as Roschon Johnson, qui était le backup de Bijan Robinson à Texas. Et ce que j'adore avec lui, c'est que c'est un gros power back. Et en fait, le mec, même si c'était le numéro 2, il avait en fait une très grosse prod. Donc en fait, même le mec avec un nombre de portées limité, il a réussi à prouver qu'il était capable de faire des gros jeux. Donc c'est le genre de profil que j'apprécie. Et puis comme d'habitude, en fait, tu vas avoir des mecs de petite fac. Je pense à Ty J. Spears de Tulane. Pareil, c'est le genre de mec en NFL pourra jamais avoir le job de numéro 1, c'est-à-dire qu'il sera pas là sur les 3 downs, mais tu peux le faire entrer sur third down et le mec en fait en un ballon, il est capable d'aller au TD. Mais c'est voilà, t'as vraiment les 2 gros noms qui sont Bijan et Gibbs. Et ensuite, t'auras le reste, quoi. Et c'est les 2 qui visiblement sont pressentis pour partir au premier tour. Jahmyr Gibbs probablement en fin de premier tour. Dans la plupart des mock drafts, il est mis chez les Bengals de Cincinnati qui se sont séparés de Samaje Perine. Et qui cherche pas un suppléant mais une doublette à Joe Mixon. Franchement, s'il réussit bien, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. On sait que l'attaque déjà des Bengals, c'est pas n'importe quoi, et je sais que le fan de LSU en sait quelque chose. Mais c'est vrai que si Jahmyr Gibbs réussit, parce que c'est vraiment Jahmyr Gibbs de ce que moi j'en ai vu, parce que j'ai regardé certains de ses highlights et tout, c'est vraiment le running back moderne, quoi, quelqu'un qui est très bon en réception aussi, qui sait, qui manque peut-être de deuxième vitesse, mais qui est quand même très bon sur la réception, qui peut être utilisé comme ça. Et c'est vrai que c'est un profil à Alvin Kamara, quoi, très clairement, c'est ce que sait faire Alvin, quoi. Bien sûr. Juste pour les gens qui regardent, encore une fois, pas forcément le college football, dites-vous simplement que cette année à Alabama, c'était tellement compliqué au poste de receveur que sur certaines reps, Jahmyr Gibbs était aligné en tant que receveur. Voilà. Et il était meilleur que ses receveurs, du coup.
Ce qui n'est pas rien, quand même. On termine, enfin après on pourrait faire les safety, les kickers, les punters, mais ça va peut-être faire un peu long. On va quand même parler un petit mot des tight ends. Souvent on entend dire que il y a du talent dans les tight ends. On a entendu parler de Michael Mayer, de Dalton Kincaid. C'est qui a votre préférence, vous, que ce soit Ryan ou Robin, chez les tight ends? Je vais laisser Robin parler un peu, vu qu'il y en a un très bon qui sort de sa conférence. Tu sais qui j'allais dire en plus. Hein. Ah, vas-y. Moi, mon préféré, c'est Kincaid. Kincaid, donc tight end de Utah. Alors, pourquoi déjà? Parce qu'il a mis la misère à Oregon plusieurs fois. Je l'ai vu de très très près. Et ça fait De mal. trop près même. Trop près, non, mais quand je vous dis que les mecs que je regarde contre Oregon et qui performent, à l'époque, Cooper Kupp avait lâché 250 yards contre Oregon à Eastern Washington, et j'avais dit que Cooper Kupp, ça sera un crack. Est-ce que c'est pas les mecs qui mettent des tôles à Oregon qui peuvent prétendre à ce terme de crack? T'es Non, scout en NFL, en fait, tu regardes des matchs d'Oregon et tous ceux qui mettent la misère à Oregon, tu les prends dans ton équipe. bah, globalement, ouais, c'est ça, tu vois. Mais Cooper Kupp, moi, j'étais là sur, OK, le mec va être un crack. Et j'ai pas eu tort. C'est un crack, je le Et confirme. c'est vrai que Josh Allen, il avait mis 70 yards seulement à Oregon. Donc, C'est l'exception. le théorème ne marche pas tout le temps. L'idée, c'est voilà, Kincaid. Donc, je trouve qu'il a pas mal, il a une grande frame, hein, donc il a une grande amplitude, pardon. Il peut aller chercher les ballons à peu près partout. Je trouve que c'est quand même un danger après le catch. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'après le catch, il a balle en main. En fait, bon, c'est pas Gronkowski, hein, mais il propose des belles choses. Il bloque bien, parce que Utah, ça joue beaucoup à la course aussi, il bloque bien. C'est pour ça que je le préfère à Michael Mayer. Je trouve qu'il est un peu plus complet en soi. Michael Mayer, c'est le 1A, 1B en soi. C'est un peu comme CJ Stroud, Bryce Young et Jahmyr Gibbs. Comment il s'appelle l'autre? Robinson. Ouais, Bijan Robinson. Alors pour les mock drafts, encore une fois, Dalton Kincaid partira en fond de premier tour, parfois chez les Bengals, parfois chez les Cowboys qui en ont bien besoin d'un tight end, les Dallas Cowboys. Et puis ça fera plaisir à Yaya parce que c'est dans sa division, donc ça lui fait toujours plaisir quand les Cowboys se renforcent. Il est toujours content, regardez son air réjoui. Quand il garde ce quarterback, moi ça me va. Donc voilà, donc Dalton Kincaid est prévu. Après, il y en a qui le voient plus haut, hein. Il y en a qui le mettent chez les Packers, il y en a qui le mettent. Donc ça peut aussi monter. Et un petit mot sur Michael Mayer, Ryan. Michael Mayer, c'est Val qui en parlera encore le mieux, donc je vais reprendre ses propos. C'est un très bon tight end, il est très complet. Il pense qu'on va tenir un solide titulaire pendant pas mal d'années. Et ça choquerait personne parce que Notre-Dame, c'est une bonne école à tight end. Mais le problème, c'est qu'en fait, le coaching staff de Notre-Dame lui a, semble-t-il, fait prendre pas mal de gabarits pour le préparer à la NFL. Et il a un peu de mal avec ça, donc ça l'a un petit peu ralenti, donc ça le rend un peu moins dangereux à la réception. En bloc de course, c'est pas le meilleur tight end de la draft non plus, mais ça sera un solide titulaire, quoi. Moi, après, pour ma part, je suis pas hyper fan de Mayer. Les amis, est-ce qu'il y a un prospect que vous voulez mettre en lumière avant qu'on referme cette page draft? Quelqu'un que vous dites, tiens, lui, même quelqu'un, comme vous dites, sous le radar, hein, qu'on voit pas forcément dans les tout premiers tours, ou quelqu'un de votre fac qui vous a beaucoup plu cette année. Enfin, quand je dis votre fac, c'est la fac dont vous êtes fan, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a un prospect que vous auriez envie de mettre en lumière? Ryan. Moi, ouais, j'en aurais deux. Vas-y pour deux. Hein. Les deux au poste de linebacker. Parce que linebacker, on voit souvent les noms de Drew Sanders et de Jack Campbell ressortir. Moi, le prospect dont je suis complètement fan, c'est Dorian Williams de Tulane. Le problème de Williams, c'est que vu qu'il est un petit peu plus âgé, j'ai peur qu'il perde un peu de valeur. Quoique grâce à un joli Pro Day, là, apparemment, ces derniers temps, il est en train de remonter un peu dans les mocks. Mais c'est simple, Dorian Williams, c'est le linebacker moderne que vous voulez, capable de blitzer, capable de couvrir, très bon athlète.
Le mec est capable de vous enchaîner les saisons à plus de 100, 120 plaquages larges. Il est capable de jouer sideline to sideline. Donc vraiment, pour moi, c'est simple, c'est le meilleur prospect au poste de linebacker. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent l'athlétisme d'un Drew Sanders. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au spot 25? Largement. Je pense qu'il sortira pas au premier tour déjà. Je pense qu'il sortira au deuxième grand max. Donc, comme je te dis, les gens voient pas encore la valeur du joueur, mais personnellement, je suis hyper fan. C'est le moment d'appeler le GM des Giants. Yaya, vas-y. Je shine. Ouais. Et du coup, il a pas besoin de moi, il est très très bon. et le deuxième joueur au poste de linebacker aussi que j'adore, c'est Sirvocea ou Sirvokea Dennis, je sais pas comment on prononce son prénom, linebacker de Pitt et Panthers. Pareil, je lui vois un sacré upside. Ça demandera peut-être un peu plus de travail avec lui, mais il a des flashs en fait sur les tapes qui ne mentent pas. Pareil, très complet, donc bon à la fois contre la course, mais très bon aussi en couverture. Maintenant, comme je vous dis, ça demandera peut-être un petit peu plus de travail. Et si je vous dis pas de bêtises, il doit avoir 23 ou 24 ans. Il faudrait que je vérifie ça. Donc un petit peu plus jeune que Dorian Williams. Ouais, 23 ans. Il aura 23 ans sur sa saison rookie. Et toi, Robin, un prospect moi, je vais te parler de deux Justin joueurs. Herbert. Justin Herbert. Non, je vais te parler de Miles Murphy, parce que ça, c'est un joueur... non, c'était la petite pique pour Ryan, parce que Ryan le trouve incroyable. Terrifiant dans le mauvais sens du terme. C'est plus compliqué que ça. Me fais pas passer pour un hater, c'est plus compliqué que ça. C'est pas ça. En vrai, au-delà de tout le contexte, moi, je vais te parler de deux joueurs. Le premier, c'est un quarterback qui pourrait, qui est plutôt remplaçant, mais c'est un mec que je trouve qui a vraiment de la valeur en soi pour le futur. C'est Jake Henner. Donc, Jake Henner, c'est un quarterback tu sais, un peu, c'est pas du tout les mêmes personnes, mais tu vois, un peu à la Gardner Minshew qui peut rentrer dans un match et en tant que remplaçant, tu vois. Pour moi, c'est le remplaçant par excellence. Il sera jamais titulaire, mais derrière, il va pouvoir aller te faire gagner un match à la Brock Purdy 2-3 semaines quand tu auras un problème. Jake Henner, il joue avec du cœur. Donc, Jake Henner, il a joué à Fresno State ces dernières années. Comment je le connais? Il a joué contre Oregon et il a été bon. Il a mis 892 yards, incroyable. Contre Oregon? Oui. Mais en fait, contre Oregon, en termes de yards, c'est pas le yardage, en fait, c'est que le mec, il joue dans une équipe de Fresno State qui est toujours un très bon niveau. Fresno State a sorti Derek Carr, déjà. En tant que QB, ils ont sorti Devante Adams, donc c'est une très bonne fac. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment que Jake Henner, il joue avec du cœur, il joue avec des couilles aussi. Et le mec, même quand il est blessé, va continuer à jouer. Donc, c'est le type de QB que tu vas voir dans ta pièce. Moi, j'adore personnellement. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dessus. Et franchement, je suis totalement d'accord avec l'article. Ça fait 2-3 ans que j'adore voir Henner jouer. Et pour le coup, c'est impressionnant à voir. Le mec, il se prend des torgnoles, il se relève, il va faire la passe d'après. C'est incroyable. Ryan, je ne sais pas si toi, tu le kiffes aussi comme joueur. Si, je suis dans le wagon depuis l'année dernière et pareil, je le dis, s'il est là au 6e ou au 7e tour, oui. Moi, j'espère que Washington le prendra histoire de compléter la QB room, quoi. Même s'il ne sera pas titulaire. Moi, pareil, tu vois, Washington, 6, quoi, c'est le cimetière des éléphants. Ouais. Ne lancez pas sur une équipe de la NFC East après. Pour 20 ans. Je suis obligé, étant moi-même pour une équipe de NFC East. T'es pour qui, toi? Washington. Washington. Rigole pas. Mais chacun sa croix. Voilà, exactement. Il sait très bien d'où on vient. C'est pas facile. On n'a toujours pas trouvé un fan des Colts, mais bon, on a déjà quelqu'un des Commanders. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en NFC East, on se déteste tous, mais finalement, on se rejoint tous sous la même bannière pour détester les Cowboys.
Grave. Et on déteste bien aussi les Eagles. Oui, mais parce que surtout, c'est Non, mais c'est vrai. c'est C'est les vrai que fumiers de haut standing. tu m'as toujours dit plus de mal des Eagles et des Cowboys que des Commanders, mon cher Yaya. Parce que Connais. tout le monde s'en fout d'eux. On s'en fout. Tout le monde s'en... Franchement, moi, les Commanders, quand ils ont changé de nom, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. C'est- Ah, ça, c'est l'expression corésienne. Ouais, D'un non, président corésien. ouais, forcément. Moi, je pense en soi, ouais, la NFC East, c'est une conférence à part. C'est le Dérive beauté de la NFL. dérive pas. T'étais sur ton deuxième surtout, joueur. Ouais. surtout en 2020, c'était une conférence à part. Ouais. C'était une division à part. Mon deuxième joueur, je vais aller, on va faire le pic de Homer, Alex Forsythe. Hein. Alex Forsythe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre qui est redshirt senior. Donc le mec a fait 5-6 ans de college football, avec en plus l'année Covid. Donc je crois que ça fait 6 ans qu'il joue en college football. C'est comme Yaya, il a 92 ans, mais il est encore là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toujours un peu le papy, le mec, il a mal au dos. En parlant de mal de dos, c'est ça le vrai problème de Forsythe. Hein. Comment Forsythe, il est blessé. En fait, il est souvent blessé à cause de. Il a des mal de dos. Quel joueur avait souvent mal au dos aussi en NFL on savait jamais s'il pouvait jouer ou pas là. Alors là, comme ça, J'ai plus en tête. Je crois que c'est Gigi Watt, non, qui a des problèmes de dos et du coup, des fois, il pouvait pas jouer. Gigi Watt en a eu, oui, mais Oh, il a eu des pas- problèmes partout, lui. il y a des Oui. problèmes partout, oui. Il y a eu la hanche aussi, il y a eu tout, quoi. Mais en fait, l'idée, voilà, c'est que Alex Forsythe, c'est un centre d'Oregon. Il est intelligent au possible. Ryan, je sais pas si tu l'as scouté d'ailleurs. Non, c'était prévu. Je comptais le faire, mais c'est vrai qu'avec son âge, on a préféré scouter des joueurs avec des profils un petit peu Je plus préférais prendre cotés. des jeunes. C'est ça qu'il est Non, en train de mais, dire. c'est vrai, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'on fasse des trucs, des Oui. joueurs qui ont des profils un petit peu plus cotés, alors que Forsythe, on en parle plus comme un joueur qui sera potentiellement pris au 3e jour. Ah oui, et encore peut-être undrafted. Alors moi, je pense qu'il sera undrafted, Forsythe, à cause de son âge et de ses blessures. Euh, mais en fait, Forsythe, j'adore. Pourquoi? Parce qu'il est très, très intelligent. Il a également, en fait, une appellation de jeu. En fait, c'est lui qui appelle le jeu sur la O-line. C'est pas le QB qui fait les modifications, c'est lui qui fait les modifications. Donc, ça prouve une intelligence de ça. Et Oregon, il était le leader de l'équipe qui a encaissé le moins de sacs dans une année, puisque Oregon, avant que la blessure de Bonix, ils avaient encaissé que un sac sur les 7 ou 8 derniers matchs. Donc, c'était quand même assez fabuleux. Et en fait, c'était vraiment le leader. Donc, c'est un leader, il est intelligent. Il a également une technique de bloc qui, pour moi, me paraît très correcte. Donc, en fait, il travaille beaucoup avec les mains. Un peu de problème de hanche, que je dirais, de ce côté-là, en fait, où il a du mal à se positionner au niveau des hanches, ce qui peut un peu l'amener à être un peu plus faible, on va dire, quand le bull rush. Mais d'un point de vue pass rush de base avec des vrais moves, dès qu'il a ses mains sur toi, c'est très quali. Et surtout, en fait, il a un moteur qui permet de finir les blocs. En fait, Ryan, je l'ai vu pas mal scouter et des fois, je le regardais scouter de ce côté-là, ou même quand tu regardes des matchs, hein, tu vois des O-line qui sont en train de, comment expliquer ça, qui finissent pas le bloc, qui font un peu les flemmards à la fin. Euh, on voit très bien de qui on parle, hein, les O-line qui font un peu les flemmards, ou même les défenseurs qui font les flemmards, le jeu il est de l'autre côté, ils vont pas faire la poursuite. En fait, là, sur le coup, c'est pas enfin, sur ce cas-là, sur ce profil de joueur, c'est pas du tout ça. Donc, moi, j'adore. L'âge, les problèmes de blessure vont certainement faire baisser sa cote. Pour un undrafted, c'était un jour 3. Tu as demandé de parler d'un mec under de radar. Hein. Pour moi, c'est lui le plus under de radar sur Ok. Oregon. Eh ben, parfait. Nous suivrons, du coup, vos choix, parce que c'est toujours Et on intéressant. vous retrouvera. Et voilà, et on vous retrouvera. Et nous vous Ah, poursuivrons. Nous vous poursuivrons. Voilà. Pour tout ça, alors je rappelle que Ryan et Robin sont donc sur The Trick Play. Juste avant qu'on parle d'Aaron Rodgers, avant la fin de l'émission, il y a une question de Biotime encore une fois sur les Packers. Pour les Packers, donc pick 13 dans l'idéal, ils voudraient un trade down, mais sinon wide receiver ou O-line.
Sinon, il dirait pas non pour Nolan Smith ou Van Ness. C'est vrai qu'on en a pas parlé des deux, de Nolan Smith et de Van Ness. Est-ce que ça vous semble pas mal déjà en tant que joueur et chez les Packers? Je dis rien. Moi, je serais plus si demain, tu vois, la rubrique c'était si j'étais GM. Si moi j'étais GM, effectivement, je partirais sur un trade down. Il y a quand même pas mal de choses entre guillemets à reconstruire. Après avoir un peu plus de rotation, c'est aussi cool. Ah, Donc, le GM a dit aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de reconstruction chez les Packers, qu'ils en avaient pas oui, besoin. oui, d'accord. Oui. Écoute, moi j'ai dit que j'allais perdre du poids la semaine dernière. Hein. Non, mais j'étais en demeuré toute la semaine. Hein. Non, mais Alors, pour on est ça. obligé de citer 3 marques maintenant, donc Deliveroo et. Non, mais voilà, on peut ajouter. Non, non, mais l'idée c'est qu'on peut dire des trucs sans pour autant que ça soit vrai, tu vois. Surtout Ouais, que donc, Bakhtiari avait dit l'inverse pas plus tard qu'hier. non, mais donc c'est pour ça que moi personnellement, si j'étais GM, je partirais sur un trade down. J'accumule plus de pics et en fait, encore une fois, c'est peut-être arrogant de ma part, mais j'estime que avec ce que je sais faire en scouting, je sais que même avec des pics un peu plus bas, je serais capable d'aller chercher des joueurs qui seraient utiles à mon équipe. Ouais. Donc ça me dérangerait pas de trade down. Maintenant, entre Nolan Smith et Van Ness, si vraiment tu dois pick avec le pick 13, va prendre plus Nolan Smith, plus jeune, peut-être un potentiel un peu plus élevé. Il est déjà un peu plus complet. Van Ness, c'est quand même, il y a beaucoup de taf à faire sur lui. Donc, moi, personnellement, à choisir entre les deux joueurs, je préférerais Nolan Smith. Maintenant, si vous prenez Van Ness, pareil, hein, je saurais en trouver une utilité, même à Green Bay. Même à Green Bay, cette phrase est belle. Bah Même ouais, à parce Green que techniquement, tu prends Van Ness, mais il y a quand même techniquement déjà du monde, en fait. Oui, oui, oui. Robin, toi, Van Ness ou Nolan Smith? Je valide. Je valide Van Ness. Désolé. Je valide Van Ness. Enfin, je valide Nolan Smith, pardon. Désolé, j'étais pris par un message à côté. Je valide Nolan Smith, qui pour moi est. S'il n'y a pas de trade-on, c'est le choix utile. On a vu qu'il a fait un combine de fou furieux, qui a, je pense, enlevé tous les doutes sur sa blessure. Moi, je suis pas du tout pour dire le combine des mecs en short, ça veut rien dire. Je pense que ça montre à des GM que Nolan Smith, qui était blessé toute la saison, est remis de sa blessure. Et je pense que si on dit, OK, Nolan Smith n'a pas de blessure, il a eu la production qu'il avait l'année dernière, c'est un leader en défense, il est demandeur de ses coéquipiers. Moi, je vois pas de raison de ne pas le prendre. Le profil est quand même spécial. Le seule question, ça aurait pu être sa blessure. Le combat a enlevé les doutes. Vas-y en 15. En 13 du coup maintenant. On est parti en 13 alors. Juste avant de refermer l'émission, on va parler quand même du trade d'hier d'Aaron Rodgers, puisque si les Packers sont en 13, c'est aussi parce que Aaron Rodgers est enfin parti chez les Jets. Et regardez, j'ai fait une petite rubrique spéciale, il faut que je la retrouve, parce que je suis assez fier. Donc voilà, Aaron Rodgers embarque dans son jet. Elle est plutôt bonne, hein, n'est-ce pas? C'est talentueux. Le feuilleton Aaron Rodgers a enfin pris fin. Ça fait depuis sa retraite spirituelle qu'il nous avait dit qu'il ne voudrait plus jouer pour les Packers l'an prochain, qu'il voulait aller chez les Jets, mais jusque-là, il n'avait pas trouvé d'accord. C'est chose faite avant la draft. Alors, si on résume, les Jets reçoivent donc Aaron Rodgers, le choix numéro 15 et un 5e tour en 2023, le choix numéro 170, et les Packers auront le choix numéro 13, un 2e tour en 2023, un 6e tour et un conditionnel 2024 2e tour qui peut devenir un 1er tour si Aaron Rodgers joue plus de 65% des snaps. Voilà pour en gros le trade qui a été fait hier. On a beaucoup entendu dire aujourd'hui que les Packers avaient négocié comme des manches. Mon cher Yaya, quel est ton avis sur la question? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Et je pense qu'en fait, c'est surtout les Jets qui ont super bien négocié parce que l'horloge était pour eux. Donc, fallait qu'ils récupèrent. Tout le monde pensait qu'ils allaient avoir au moins 2 premiers tours. Ils en ont potentiellement en 2024 un 2e, oui. Ouais, sauf que on connaît la valeur des Jets. Donc, ils sont capables.
premier match, il est capable de se péter le genou, Rodgers. Je l'ai dit, Et on lui souhaite pas. Et Dieu sait si chez non, mais chez la TFA, dès qu'on malédiction. parle d'un joueur, il a fortement tendance à se casser. Mais Non, mais la malédiction des Jets, mais c'est elle est ça. connue C'est et que reconnue. moi, je le sens, je le vois venir gros comme une maison, que le pauvre Aaron Rodgers va se blesser au bout de 3 matchs et ça va être terrible, quoi. Ça va être absolument terrible. Mais on lui souhaite pas. On va dire Non, que, on lui souhaite pas. Mais après, on pensait qu'il y aurait 2 premiers tours. Je pense que c'est pour ça. Et ils ont lâché parce que sinon, ils gardaient Rodgers sur eux. Et on sait très bien que ça fait quelques années qu'ils commençaient à préparer l'après avec Jordan Love. va falloir bien l'entourer. Il y a Flegmo qui nous dit ça dans le chat et c'est vrai, il va falloir bien l'entourer comme Jordan Love, aussi bien en réception. Alors il y a des receveurs qui, notamment, je pense à Romeo Dobbs qui a un peu éclaté cette année. Vous le connaissez sûrement bien en college football. Nous, il est sorti de notre radar cette année, nous, chez nous. Il est arrivé, tu vois. Ah, coucou, bonjour, te voilà. Non, mais Mais bien c'est sûr, vrai bien sûr, bien ça sûr, bien manque de sûr. tight end. Il faut entourer autour de la O-line aussi chez les Packers, parce que le pauvre Jordan Love, avec ce qu'il a actuellement autour de lui, ça va pas être, ça risque d'être compliqué quand même. Ouais, mais il y a des joueurs qui peuvent aussi se libérer de la présence, du départ de Rodgers. Euh, Après, effectivement, je pense que s'ils ont fait ce move, c'est qu'ils avaient quand même ils avaient prévu. Donc oui, ils voulaient un autre premier tour. Ils n'ont pas pu l'avoir. Il est conditionné. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ils avaient leur quarterback, ils l'ont mis en couveuse depuis quelques temps. On savait, de toute façon, depuis la draft de Jordan Love, Rodgers était chafouin, pour pas dire autre chose. Mais le Rodgers, c'est parfois râleur. Hein. Ah ben oui, il a jamais manqué un début, hein, donc il est toujours ponctuel. Mais non, le problème c'est que j'ai peur que le deal soit un peu perdant-perdant, quoi. Oui, bah ça se peut aussi. Ryan, Robin, est-ce qu'il y a un de vous deux qui a envie de réagir sur Aaron Rodgers? Moi, franchement, c'est plus. En fait, j'espère que ça va pas péter à la gueule des Jets. Faut pas oublier en fait tout ce qui entoure Rodgers. Alors certes, ouais, c'est un des plus grands talents au poste de quarterback qu'on ait pu voir en NFL. Maintenant, faut pas oublier les dernières années, il y a pas mal de petites blessures. Il y a les sorties médiatiques de Rodgers qui sont un petit peu moyen. Chaque année, le mec il mettait le couteau sous la gorge des Packers en leur disant peut-être je vais partir à la retraite ou peut-être pas ou peut-être que si. Faudrait Mais peut-être il avait m'apporter. besoin d'une retraite dans une grotte pour se décider. Ouais, mais tu vois, c'est le genre de truc où moi, ça me fait moyennement marrer quand on parle d'un, entre guillemets, ton futur franchise quarterback. Je suis assez d'accord avec toi sur le respect et Biotime peut-être pourrait nous en parler parce que bon, moi je suis pas particulièrement fan des Packers, je regarde ça par au-dessus. Et on salue aussi Mika qui est notre ancien collègue qui était un grand fan des Packers. Mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a est-ce que j'irais jusqu'à dire un manque de respect de Packers de Rodgers pour les Packers, où tu vois, tu sens qu'il les a mis dans l'attente déjà, dire attendez, je vais décider, attendez, et une fois qu'il a décidé, qu'il dit bon bah finalement j'ai plus envie de jouer pour les Packers, je veux me barrer, bah c'est pareil, le trade il a duré, et c'est ce que disait Yaya très justement. Je pense que plus le temps passait, plus c'était à l'avantage des Jets de toute façon. Bien Parce sûr. que les Packers, ils se retrouvent dans une situation où ils se disent, bah de toute façon, même si Aaron Rodgers reste, il veut plus jouer. Donc, on se retrouve avec un salaire à payer, avec un contrat à assumer, qui est pas un tout petit contrat, parce qu'il faut quand même rappeler que si les Packers se sont pas super bien renforcés ces derniers temps, c'est aussi parce que Papy Rodgers avait un très gros contrat. Donc voilà. Pour moi, il y a un certain manque de respect de Rodgers envers sa franchise quand même. Ouais, et puis au-delà de ça, pour revenir, comme je te disais, sur les Jets, le truc, c'est que il y a aussi le délire de, t'as vu, Rodgers demandait justement à être mieux entouré aux Packers ces dernières années. À côté de ça, quand les Packers lui draftent des receveurs, c'est le premier à les allumer en public si les mecs te dropent des ballons, à savoir qu'il faut aussi qu'eux fassent leur transition, tu vois. Bien sûr que les mecs peuvent pas te rapporter que des All-Pro au poste. Finalement, on voit que les Jets, ils ont fait venir quand même
quelques gars des Packers, donc c'est-à-dire que l'entourage, à part Garrett Williams et Breece Hall, ça sera sensiblement le même. La O-line, on en a parlé tout à l'heure, il y a pas mal de blessures, donc on n'est pas sur une O-line qui est sensiblement meilleure que celle des Packers. Et tu as toujours ce côté Rodgers, en fait, peut-être à la fin de l'année, il fait sa diva et il dit aux Jets, vous savez quoi, c'est de la merde, je vous emmerde, je pars à la retraite. Ah oui, bah oui. Ou aux Vikings. Donc moi, C'est tout à fait possible. Alors, réaction de Biotime, qui est donc fan des Packers, rappelons-le. C'est un bon trade pour nous. Rodgers, 39 ans, plus mauvaise saison de sa carrière, plus son caractère, on pouvait pas espérer bien mieux. Merci pour tout, Monsieur Rodgers. Voilà. En résumé, l'idée qui est donnée. Donc c'est un peu le sentiment qu'il y a là. De toute façon, c'était un trade qui devait se faire. C'était une question de temps. Bon, bah, on va espérer pour les Jets que eux aussi ils trouveront leur compte. Les amis, je rappelle, Ryan et Robin, vos comptes respectifs. Donc évidemment sur The Trick Play FR, ça c'est le compte pour suivre tout le college football, mais vous avez aussi chacun votre compte de franchise universitaire. Oregon, France Ducks pour Robin, ouais. Et LSU, le nom du compte, si je dis pas de bêtises, c'est France LSU. C'est ça ? Exactement. Voilà. France LSU. France LSU, @Ryan Scoot si vous voulez suivre aussi Ryan sur Twitter, @TheTrickPlayFR. Ouais. Bref, il y a plein de comptes à suivre, n'hésitez pas, et surtout participez à leur live Twitch ce jeudi, donc à partir de 1h du matin pour suivre toute la draft NFL. Vraiment, allez-y, ce sera avec un grand plaisir que nous on vous écoutera, en tout cas parce que nous on a le Super Bowl où on fait de 23h à 6h du matin, vous avez la draft. Chacun sa croix, comme dirait l'autre. Ouais, mais eux, ça dure 3 jours. Et eux, ça dure 3 jours. Et un très, très grand merci d'avoir été avec nous pendant ces presque 2 heures. C'était un vrai plaisir de vous entendre parler de college football avec autant de passion. Donc, ça et puis votre expertise, et voilà. Il y a de la vraie expertise, ça change de flamme. Le tacle glissé. À la gorge, c'est un tacle glissé à la gorge. Je suis habitué, c'est pas grave. Allez vous regarder Draft Days. Normalement, c'est moi qui les prends. Allez vous regarder Draft Days pour la 5e fois, nous demande Flegmo. Moi, j'ai jamais regardé. Et ben voilà, ce sera l'occasion. Pour la première fois demain. Tu devrais, parce qu'après on va parler d'une scène absolument magistrale. Je te spoil rien, mais j'ai une scène vraiment qui... C'est juste pour ça, le film, faut le mettre au Panthéon. Voilà, et tu pourras regarder ça pour demain, comme ça tu seras au fait pour jeudi. Donc je rappelle, le rendez-vous c'est bien ça, 1h du matin jeudi sur votre chaîne Twitch The Trick Play, pour suivre toute la draft NFL. Encore merci les amis, merci à tous ceux qui ont été avec nous sur Twitch, sur YouTube. On se retrouve très vite pour de la NFL, et sinon sur TF1 vous avez l'habitude, la NBA, la MLB, la NHL, ça ne s'arrête jamais. Donc n'hésitez pas à suivre tous nos comptes Twitter, etc. Twitter, Twitch, Facebook, YouTube, et on se retrouve Instagram. On se retrouve très très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Salut. Ciao. Ciao.